Je suis la directrice générale de Padea Mundi. Notre organisation fait la promotion de la culture, des arts et des humanités dans le but d'amener les gens à se questionner sur la marche du monde autour d'eux afin de pouvoir l'améliorer. Alors, nous sommes une organisation qui dispose de deux programmes. Un programme de recherche d'un côté qui touche à l'éthique de la pensée et de l'action sociopolitique et économique. Et de l'autre côté, nous avons un programme éducatif qui vise à remplir la mission que j'ai présentée précédemment. Et le webinaire auquel vous allez assister ce soir fait partie de ce programme éducatif qui vise à permettre aux gens à accéder à des nouvelles connaissances et à se questionner sur le monde, comme je l'ai dit précédemment. Alors, ce soir, nous sommes très contents d'accueillir Monsieur Christophe Hamel, qui va vous faire cette présentation sur l'ancienne Lorette, qui est une ville, pour ceux qui ne le savent pas, de la banlieue de Québec, dont l'histoire reflète à la fois celle de l'Amérique française, mais aussi une histoire plus universelle, comme va vous le montrer Christophe tantôt. Christophe est un étudiant à la maîtrise en philosophie. Il est également très impliqué dans la vie politique et culturelle de l'ancienne Lorette. C'est pourquoi il a cette volonté de la faire mieux connaître, de faire connaître son histoire fascinante et enrichissante qui peut nous éclairer, comme je l'ai mentionné précédemment également, sur l'histoire universelle du monde. Alors, nous sommes fiers ce soir de pouvoir l'accueillir et de pouvoir ainsi promouvoir la relève dans le domaine de la recherche, dans le domaine des humanités et de pouvoir faire avancer ces jeunes chercheurs qui méritent à être connus. Je vais donc maintenant céder la parole à Christophe. Merci beaucoup et bonne présentation. Alors, merci d'être là ce soir pour cette conférence qui s'intitule, comme vous le voyez, L'ancienne Lorette, une histoire de l'Amérique française, du particulier à l'universel. J'imagine que vous avez lu également le résumé que j'ai soumis, là, qui décrivait l'exercice qu'on va faire ce soir. En fait, mon titre de départ n'était pas approprié tout à fait. Là. Moi, j'avais appelé ça Introduction aux études lorettaines. Puis c'était pas très, très clair pour des gens qui connaissent pas l'ancienne Lorette. Puis c'est Madame Clara White finalement qui a trouvé ce nom-là que je trouve très intéressant pour d'autres raisons, mais on va commencer par regarder la différence. En fait, le résumé que j'ai soumis devait essayer de montrer ce qu'on allait faire à des gens qui ne connaissent pas du tout l'ancienne Lorette. Puis moi, je trouve que le résumé est beaucoup historique. Puis ça peut donner une mauvaise perspective de ce qu'on va faire ce soir, parce que ça ne sera pas seulement l'histoire de l'ancienne Lorette. Comme c'est écrit dans le titre, on va aller du particulier à l'universel. C'est-à-dire qu'on va commencer avec un versant historique, où est-ce qu'on va regarder vraiment l'histoire de l'ancienne Lorette en tant que telle, c'est-à-dire ces faits, les faits singuliers, les faits particuliers qui constituent l'histoire de l'ancienne Lorette. Mais on va essayer de remonter avec ça vers l'universel qu'on appelle, c'est un terme philosophique, on va essayer de caractériser universellement ce que c'est être loretain, le concept loretain. Donc, il va y avoir une partie plus philosophique. Puis ensuite, on va faire ce passage-là, puis on va ensuite regarder ça serait quoi les études lorettaines, c'est-à-dire les études qui découlent de ce concept-là d'être loretain. Donc, on dépasse vraiment du cadre historique. Puis je dois vous avertir, s'il y en a qui étaient là ce soir pour une conférence historique, vous allez trouver ça bizarre, parce que c'est pas de l'histoire comme on l'a fait normalement, c'est de l'histoire qui est faite dans la perspective lorettaine que je vais avoir l'occasion de présenter ce soir. Donc, moi, je suis étudiant en philosophie, puis on va passer par je vais vous présenter toutes sortes de concepts philosophiques qui vont nous aider à faire ce travail-là. Puis je vais essayer de les présenter clairement pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez me suivre, en fait. Mais je vous avertis, ça risque d'être surprenant. Puis j'ai écrit ici qu'on a deux parties, un volet analytique puis un volet synthétique. Ça, c'est des termes très techniques, là. En fait, on va aller voir l'étymologie des mots. Je vais faire beaucoup d'étymologie ce soir. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'expliquer, je vais avoir l'occasion de l'expliquer. Analytique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui vient du latin, puis ça veut dire, du grec, pardon. Ça veut dire simplement disséquer. Donc, on va commencer par disséquer l'histoire lorettaine. Disséquer, c'est quoi le concept d'être loretain? Puis ensuite, dans le volet synthétique, ça veut dire poser ensemble, on va
reposer les éléments qui nous permettent de perpétuer ce concept-là dans nos actions, dans notre pratique, notamment à travers les arts. Donc, on a là déjà un topo de ce qui s'en vient. Aussi, petite note, là, il est quelle heure? Ça fait déjà 10 minutes. Quand j'ai soumis ce projet-là pour faire cette conférence-là, qui était de faire un webinaire, il y a eu un petit malentendu. Moi, je pensais qu'un webinaire, c'était une session de cours. Donc, je m'attendais à donner une session de cours d'études lorraine. Puis là, finalement, c'est seulement un séminaire d'introduction. Donc, je vais essayer de m'en tenir en 1 heure, là, 50 minutes, 1 heure. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, à explorer, puis je vais me fier avec le temps là, pour juger de ça. Donc, je vais commencer par présenter ma démarche, qui sera la nôtre là, au fil de la soirée. J'ai décidé d'appeler ça une approche sémiotisante. Encore un terme très technique. Une approche sémiotisante de l'histoire et de la culture lorraine. Sémiotisante, ça vient du mot grec sémeion, qui veut dire le signe, avec le suffixe tiquet, là, on fait sémiotique avec ça. Puis, pourquoi je n'ai pas appelé ça une sémiotique? C'est entre autres parce que c'est une connotation très technique, la sémiotique. C'est une science qui existe déjà. Puis aussi que je voulais garder l'ambiguïté, en fait. Je ne prétends pas qu'on va faire une science des signes ce soir, mais plutôt qu'on va mettre un pied dans le domaine des signes en s'intéressant aux faits historiques, pas eux-mêmes en tant que faits, en tant qu'histoire, mais avant tout sur la signification qu'ils prennent. Donc, on va faire dériver de cette histoire-là une philosophie lorraine, si on peut en parler comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais que ça risque d'être étonnant à ceux qui ont déjà l'habitude, qui baignent déjà dans l'histoire. Puis, ça explique que je vais couvrir certains faits de manière disproportionnée. Vous allez voir qu'on va lire ensemble des extraits de texte, puis je ne prétends pas du tout qu'on fasse tout dans l'ordre avec une égale importance pour chaque élément. Je vais insister beaucoup sur la signification. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Je donne l'exemple tout de suite de la symbolique de l'écrevisse que j'ai présenté dans le résumé comme l'emblème de l'ancienne Lorette. Ça, c'est déjà là, ça paraît étrange à certains parce que c'est pas le logo officiel de la ville. Ça ne l'a jamais été. Puis je suis pas mal sûr que ça ne le sera jamais. Il faut comprendre ce que je veux dire quand je parle d'emblème. En comparant deux types de signes. Ça, c'est la tradition philosophique qui a travaillé depuis des millénaires à les séparer. Il y a des signes qu'on dit naturels, puis il y a des signes qu'on dit conventionnels. Puis on peut le remarquer dans des cas très simples, comme celui que j'ai indiqué là, ici, avec la fumée, qui est un signe du feu. C'est naturellement un signe du feu. Dès qu'il y a de la fumée, il y a un feu derrière. L'autre exemple que je donnais, c'est celui du fossile. Vous voyez sur l'image, là, il y a une espèce de forme de poisson, c'est un fossile. Peu importe la culture dont on vient, la langue qu'on parle, le système social dans lequel on évolue, on va voir que c'est un poisson, puis on va être capable de comprendre que c'est un poisson qui était à cet endroit-là, puis qui a mis sa forme ici. Donc, c'est un signe naturel par opposition au signe conventionnel. Je donnais l'exemple, la fleur de lys pour le Québec. Est-ce que la fleur de lys en tant que plante représente bien le peuple québécois? C'est difficile à dire. C'est par une série d'événements puis de signes qu'on a décidé que ça nous représenterait. Qu'est-ce que c'est dans le cas de la symbolique de l'écrevisse? Juste avant, je vous demande en fait, qu'est-ce que vous pensez que c'est le pictogramme que je vous ai montré? Je vous ai montré la différence entre le signe conventionnel puis le signe naturel, le fossile étant naturel, puis l'autre affaire étant conventionnelle. J'imagine que vous le regardez depuis quelques temps puis vous vous demandez ce que c'est. La réponse, c'est quand on voit ce panneau-là, ça veut dire que le passage à niveau, c'est-à-dire un chemin de fer, est glissant. Ça veut dire que les petites lignes qu'on voit là, c'est supposé représenter, je pense, le chemin de fer avec de la glace dessus. Il faut vraiment le savoir. Il faut que quelqu'un nous ait dit, là, quand tu vois ce panneau-là, ça veut dire que ton vélo, il peut glisser. C'est quand il y a un chemin de fer. On ne peut pas le deviner. Puis pour revenir au cas de l'écrevisse, moi, je vais essayer de montrer que c'est intermédiaire, c'est semi-naturel, semi-conventionnel. C'est-à-dire que on ne peut pas deviner que l'écrevisse représente l'histoire lorraine.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans l'écrevisse en tant que telle qui ne la représente pas. Ce n'est pas seulement conventionnel. En fait, il y a une symbolique de l'écrevisse qu'on va explorer, puis je vais montrer comment l'histoire lorraine nous rappelle ça sans cesse. Il y a vraiment un parallèle que je vais essayer d'établir, puis je vais essayer d'être convaincant avec ça. Parce que je crois que c'est un élément, du point de vue de la signification, qui est pertinent pour comprendre notre projet. Ici, j'écris un retour aux sources de l'Antiquité parce que je vais le faire, puis vous allez trouver ça bizarre peut-être. On parle de l'ancienne Lorette, pourquoi est-ce que tout à coup on parle des Grecs? En fait, pourquoi on remonterait à l'Antiquité? C'est parce que l'Antiquité, en particulier les Grecs puis les Romains, c'est les ancêtres de notre culture. Ce n'est pas nécessairement nos ancêtres biologiquement, mais ce sont des ancêtres dont on a emprunté la langue. Des fois, c'était par les conquêtes, là, il n'y a pas toujours de lien biologique, mais on parle aujourd'hui une langue, le français, qui est construite à partir de mots grecs puis de mots latins. Puis ces mots grecs et ces mots latins-là avaient un sens différent, un sens concret dans cette langue-là, qui a servi à développer des concepts qu'on utilise aujourd'hui, mais dont on a oublié l'origine concrète. Puis j'ai écrit là, dans le texte pourquoi les Grecs et les Latins plutôt que les Chinois ou les Autochtones d'Amérique. C'est simplement parce qu'on n'a pas emprunté autant de concepts à ces peuples-là, qu'on a emprunté des concepts, qu'on a dérivé des concepts des Grecs et des Latins. L'exemple que je donne ici, le premier, c'est avec le mot du grec ancien problema. Ça veut dire littéralement le jeter devant. C'est ce qui est lancé devant nous. Puis ça voulait dire concrètement un cap, une colline, un promontoire ou une falaise, c'est-à-dire un obstacle qu'il fallait traverser. Ça veut dire que quand les Grecs avaient toutes sortes de problèmes, quand nous on dit un problème, ça peut être de n'importe quel ordre, ça peut être un problème de santé, ben quand un Grec disait j'ai un problème de santé, il disait littéralement j'ai une falaise à propos de mon corps, c'est-à-dire j'ai un obstacle à franchir. L'autre exemple que j'ai, c'est le verbe sullegain. Ça veut dire littéralement syllogiser, faire des syllogismes ou raisonner. Mais ça, c'est un terme qu'on a dérivé du sens concret de rassembler, faire la cueillette. Quand on cueille des fruits, on ramasse des fruits qui poussent dans les arbres naturellement, puis on choisit les meilleurs, puis on les rassemble ensemble. On ne laisse pas les fruits qui sont pourris, les fruits qui ne sont pas assez mûrs. On fait un choix. Donc, quand un Grec disait ton raisonnement est invalide, il dit ça en grec, ben, ce qu'il dit littéralement dans ces mots, c'est comme dire ah, il y a un problème dans ta cueillette est invalide, tu as cueilli des idées qui ne vont pas ensemble. Donc, c'est ça l'idée que je voulais vous amener. Puis c'est pour ça, moi, que je trouve que c'est important en philosophie, puis dans la pensée en général, de retourner aux Grecs, parce que c'est eux les premiers qui ont construit les concepts qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on parle. Puis pour eux, ça avait un sens plus concret. Puis aussi, ils retournent aux premières questions. Les questions, en fait, quand on commence à faire de la philosophie individuellement, si moi je commence à faire de la philosophie, je vais me poser des questions que les Grecs se sont posées dans un cadre conceptuel qui était nouveau. Fait que là, quand on commence les études lorraines, ben, on veut essayer de faire comme les Grecs, puis d'inventer des concepts dérivés de nos expériences concrètes. Les falaises, les cueillettes, etc. Ou quand on emprunte des termes, on veut savoir ce que ça veut dire concrètement. Donc, c'est ça le lien peut-être étrange que je fais, la raison en fait étrange que je donne sur le fait qu'on doive retourner au grec pour comprendre les études lorraines et l'histoire de l'ancienne Lorraine. J'ai parlé encore du cas de l'écrevisse. L'écrevisse, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui parce qu'on a un mode de vie qui fait qu'on est plus éloigné de la nature en général. On voit moins les plantes, les animaux, l'agriculture, tout ça, ça fait pas partie de notre vie de tous les jours. Pas comme les Grecs anciens, justement, qui ont développé toutes sortes c'est eux qui ont développé une symbolique autour de l'écrevisse. Eux, ils vivaient dans la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est évidemment pas quelque chose qui s'applique à eux, là, mais pour des gens qui parlaient une langue qui ressemble à la nôtre, qui vivaient plus dans la nature que nous, et ça, même s'ils avaient des maisons, des villes, ils étaient quand même dans la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils étaient soumis à la nature. Ils n'achetaient pas leur nourriture comme on fait dans des boîtes de conserve, mais ils la consommaient fraîche. Puis la qualité des aliments, par exemple, dépendait directement de la météo qu'il y avait eu cette année-là.
Puis on peut l'entendre aussi de manière plus générale, c'est-à-dire que quand la nuit tombait puis qu'il faisait noir, on pouvait seulement s'en remettre à des torches. On ne pouvait pas sortir notre téléphone puis s'éclairer ou mettre un lampadaire dans son champ, là. Quand il n'y a pas de lumière suffisante pour travailler dans ton champ, mais quand le soir tombe, tu es contraint dans tes activités. Tu es soumis à la nature. Quand il fait noir, ben, tu vas te coucher, tu n'as pas vraiment le choix. Cette condition-là qui nous soumet finalement à la nature, on l'appelait la fortune. Ça veut dire le hasard, ça existe en français le terme fortune, là. On dit la bonne fortune, la mauvaise fortune. Ça veut dire soit le hasard, soit la chance. Puis c'est à ça qu'on a associé l'idée d'écrevisse. Pour ceux qui sont déjà allés pêcher quand ils étaient jeunes des écrevisses dans la rivière Lorette, puis qu'ils ont vu bondir, savent comment est leur comportement. C'est quelque chose de très particulier. Puis c'était quelque chose, semble-t-il, qui était assez frappant pour les Grecs pour qu'ils inventent des proverbes avec ça. Une écrevisse, ça bondit dans n'importe quelle direction. En fait, ça avance pas de l'avant comme n'importe quel, comme les animaux. Puis les crabes, en fait, eux, on le sait, ils se promènent sur le côté. Les écrevisses, ils ne se promènent pas sur le côté comme les crabes. Ils avancent soit en avant, soit en arrière, soit en diagonale. Ils avancent dans n'importe quelle direction. Puis si, par exemple, j'ai déjà fait ça il y a quelques années, j'avais une écrevisse dans une chaudière, j'ai approché mon doigt, mais là, elle a bondi, mais pas en arrière, pas en avant, sur le côté, dans un angle. Puis on ne peut jamais savoir dans quelle direction elle va aller. Elle est vraiment, c'est vraiment un mouvement vif, très rapide, puis inattendu. Puis c'est ce qui rappelle l'insoumission. Puis l'idée aussi qu'elle change de direction. Puis c'est ça le lien que les Grecs ont fait avec la fortune, c'est-à-dire que on ne sait pas dans quelle direction elle va se rendre, comme les événements naturels, la météorologie, etc. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ça va dans n'importe quelle direction, puis on est soumis à ça. Je vous ai mis un proverbe grec, c'est le premier. Upote poieseis ton karkinon orsta baditsein. Ça veut dire jamais tu ne feras en sorte que l'écrevisse marche droit. L'écrevisse va toujours, étant ce qu'elle est, on ne pourra jamais la contraindre à marcher comme on voudrait qu'elle marche. Elle va aller dans la direction qu'elle veut. Puis dans les représentations anciennes, l'autre proverbe, excusez-moi, Karkinu Poyemata, ça c'est un poète qui s'appelait Karkinos. Ça veut dire qu'il s'appelait littéralement écrevisse. Puis ce poète-là était réputé pour faire des poèmes énigmatiques, c'est-à-dire qu'il avait un sens ésotérique. Là, puis, donc c'était l'expression en grec quand on disait ça c'est des poèmes d'écrevisse. Ça voulait dire c'est énigmatique comme les poèmes qu'Écrevisse écrit. C'est comme quand on dit, quand quelqu'un fait des longues phrases, on dit bon, c'est du Proust cette phrase-là parce que la phrase est longue. Ben eux ils disaient quand c'est mystérieux puis on comprend pas trop, c'est d'Écrevisse que t'écris. Puis dans les représentations anciennes et médiévales, l'écrevisse représente presque toujours la fortune contraire, c'est-à-dire le revirement de la fortune. Si j'ai eu une vie pauvre, puis difficile, j'ai souffert, mais tout à coup, je vais devenir riche, puis je vais avoir du succès, ou vice-versa. Ceux qui ont des richesses, qui ont du succès, qui sont puissants politiquement, mais tout à coup, il va se passer quelque chose qui fait que ça devient des pauvres, puis ils sont en exil, etc. Par analogie, ça désigne le cercle. Ça, c'est parce que c'est quand même drôle le sens que ça a pris. Les écrevisses ont deux pinces, on le sait. Puis, ce que ça fait une pince, hein, ça peut ramasser des objets. Ben, l'outil qui est une pince, en français aussi, on dit des pinces. On a appelé ça parce que ça ressemble à la pince de l'écrevisse. Puis, on a aussi un autre outil qui ressemble à la pince qui sert à prendre des choses, c'est le compas. Fait que le compas, c'est comme une pince d'écrevisse. Puis, avec le compas, on peut tracer des cercles. Donc, un compas, en grec, ça s'appelle une écrevisse. Puis, vu que le compas trace des cercles, ben, on peut même dire une écrevisse pour dire un cercle. Si vous allez voir dans un dictionnaire savant, il y a un mot qui existe pour dire cyclique, là, où c'est carcinoïde. En français, c'est avec des C, carcinoïde. Ça veut dire en forme d'écrevisse, donc en forme de cercle. C'est vraiment aller loin, mais tout ça part de cette symbolique-là. L'écrevisse n'a pas un mouvement continu vers l'avant, elle a un mouvement dans toutes les directions imprévisible.
qui revient vers l'arrière. Dernière anecdote, ça c'est vraiment anecdotique, là, mais les écrevisses sont vraiment sensibles à la pollution. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement dans la qualité de l'eau dans laquelle elles vivent, leurs signes vitaux vont changer. Là. Puis les biologistes les utilisent pour ça, pour détecter comme premier signe en fait d'un changement dans la qualité de l'eau. On appelle ça, on les a appelés des capteurs naturels. Puis l'anecdote, c'est que à cause de cette propriété-là, il y a une brasserie en République tchèque dans les dernières années qui les a utilisés pour tester l'eau qu'ils mettaient pour brasser leur bière. C'est-à-dire qu'ils ont branché l'eau de la source dans laquelle ils prenaient l'eau. Ils ont branché ça dans un aquarium, puis il y avait des écrevisses dans l'aquarium. Les écrevisses avaient des petits capteurs là, pour capter leurs signes vitaux. Puis quand il y avait plus que 3 écrevisses dont le pouls changeait, là, le battement cardiaque, ben là, ils coupaient l'eau, puis ils faisaient des tests, puis ils examinaient la qualité de l'eau. Dernière chose que j'ai oublié d'écrire, c'est que l'écrevisse aussi, parce qu'elle va dans n'importe quelle direction, elle n'est pas soumise au courant de l'eau. C'est comme si ça l'importait peu. Donc là, j'ai pris plus de temps que je pensais, c'est ce que je craignais. On commence dans la première partie, qui est celle de l'histoire de l'ancienne Lorette à proprement parler. On va commencer par la vie du père Chemonneau, qui est le fondateur de l'ancienne Lorette. Il est né Pierre Chemonneau, puis il va prendre le nom religieux de Joseph-Marie, d'où le long nom qu'on voit parfois, Révérend Père Révérend Père Pierre-Joseph-Marie Chemonneau. Mais au départ, c'était juste Pierre Chemonneau. Puis on va aller s'intéresser à sa jeunesse, particulièrement parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il est né en France en 1611. Alors, je vais vous faire la lecture ensemble, là, vous pouvez suivre sur le texte. Puis on va procéder souvent dans la soirée. Pour le temps qui reste à la conférence, c'est un modèle que j'ai utilisé pour présenter les textes puis qu'on puisse les lire ensemble. Alors, le père Chemonneau écrit dans son autobiographie qui a été commandée par son supérieur jésuite à sa mort, avant sa mort, c'est-à-dire. J'ai eu pour père un pauvre vigneron et pour mère une pauvre fille d'un maître d'école. À l'âge de 6 ans, ils me mirent chez mon grand-père à 5 ou 6 lieues de notre village afin que j'apprisse à lire et à écrire. Ils me reprirent ensuite avec eux, mais pour peu de temps. Un de mes oncles, qui était prêtre et qui demeurait à Châtillon-sur-Seine, ayant eu la bonté de me prendre chez lui pour me faire étudier au collège de cette ville-là. Après avoir fait quelques progrès dans le latin, mon oncle souhaita que j'apprisse le plein chant sous un musicien qui était de ma classe. Donc, c'est une sorte de chant là, en groupe. Celui-ci me persuada de quitter Châtillon pour le suivre à Beaune. Donc, celui-ci étant l'autre camarade qui devait l'enseigner, me persuada de quitter Châtillon pour le suivre à Beaune, où nous étudierions sous les pères de l'oratoire. Comme je ne voulus pas entreprendre ce voyage sans argent, je dérobai environ 100 sols, je ne pourrais pas dire si c'est gros ou pas, là, 100 sols à mon oncle, pendant qu'il était à l'église. Avec cela, nous prîmes la fuite. Nous marchâmes par des chemins écartés jusqu'à Dijon. Parenthèse, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire par des chemins écartés. Je pense que parce qu'il avait volé de l'argent, il ne voulait pas se faire prendre, puis il ne prenait pas la grande route, mais il prenait des chemins. Mais moi, c'est une phrase que je retiens parce que je pense que ça caractérise la méthode lorettaine. Mais j'y reviendrai plus tard. On ne prend pas le chemin qui est déjà tracé pour nous. On prend des chemins insoupçonnés dans toutes les directions. Nous marchâmes par des chemins écartés jusqu'à Dijon, d'où nous nous rendîmes à Beaune. Nous nous y mîmes en pension chez un bourgeois, mais comme ma finance était courte, j'écrivis à ma mère qu'elle eut la bonté de me fournir d'argent et de hardes afin que je puisse faire mes études à Beaune, où j'espérais faire plus de progrès qu'à Châtillon. Quand même du culot, hein, le petit Pierre, là, qui a peut-être 11 ans, 12 ans, on ne le sait pas trop. La lettre tomba entre les mains de mon père, qui me répondit qu'on ne m'enverrait rien, que juste à revenir et qu'il ferait ma paix devant mon oncle. Cette réponse m'affligea extrêmement. Donc, c'est la victime dans l'histoire ici, c'est lui qui a volé de l'argent à son oncle, c'est lui la victime, car de retourner chez mon oncle, c'était m'exposer à être montré du doigt comme un larron. Et de demeurer plus longtemps à Beaune sans argent, il n'y avait pas d'apparence. Je me déterminai donc à courir en vagabond par le monde, plutôt que de m'exposer à la confusion que méritait ma friponnerie. Je sors de Beaune dans la pensée d'aller à Rome, quoique je n'eusse ni sol ni maille.
Je vais faire une parenthèse sur la notion de vagabond, parce que c'est quelque chose qui me paraît important et qu'on a oublié un peu. C'est quoi un vagabond? Je vais sortir 2 exemples pour comprendre, au fond, comment est-ce que on faisait pour se rapporter à une personne qu'on ne connaissait pas à l'époque. Il n'y avait pas de carte d'identité, il n'y avait pas de photo d'identité. On devait se fier finalement à l'apparence puis à la bonne foi de la personne ou à des lettres qu'elle traînait avec lui qui étaient signées d'une personne importante et respectable. Donc ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui nous raconte qu'un jour, étant à Boudry, j'entrai pour dîner dans un cabaret. J'y vis un homme à grande barbe avec un habit violet à la grecque, un bonnet fourré, l'équipage et l'air assez noble et qui souvent avait peine à se faire entendre, ne parlant qu'un jargon presque indéchiffrable, mais plus ressemblant à l'italien qu'à nulle autre langue. J'entendais presque tout ce qu'il disait et j'étais le seul. Il ne pouvait s'énoncer que par signes avec l'hôte et les gens du pays. Je lui dis quelques mots en italien qu'il entendit parfaitement. Il se leva et vint m'embrasser avec transport. La liaison fut bientôt faite, et dès ce moment, je lui servis de truchement. Il me conta qu'il était prélat grec et archimandrite de Jérusalem, qu'il était chargé de faire une quête en Europe pour le rétablissement du Saint-Sépulcre. Il me montra, c'est ça que j'ai souligné, il me montra de belles patentes de la tsarine et de l'empereur. Il en avait de beaucoup d'autres souverains. Donc là, il voit un homme qui est habillé avec un bel habit, qui a l'air de quelqu'un de respectable, de puissant, là, puis il a l'air riche. Puis il lui raconte ça, puis il lui montre finalement, c'est des lettres qui doivent être scellées là, avec un sceau en cire par des personnages importants qui sont la tsarine, c'est Catherine, l'emperesse, l'impératrice de Russie. Puis l'empereur, c'est l'empereur ottoman, je présume, parce qu'il vient de Jérusalem. Puis là, il lui montre, au fond, regarde toutes les big shots qui ont signé mes papiers puis qui les ont tamponnés avec leur sceau officiel. Donc là, Rousseau devient l'interprète, le traducteur de l'archimandrite qui est en tournée, au fond, pour recevoir des fonds. Nous commençons notre tournée par le canton de Fribourg, en Suisse, où il ne fit pas grand-chose. La dignité épiscopale ne permettait pas de faire le mendiant et de quêter au particulier. Mais nous présentâmes sa commission au Sénat, qui lui donna une petite somme. De là, nous fûmes à Berne. Il fallut ici plus de façons, et l'examen de ses titres ne fut pas l'affaire d'un jour. Donc là, il rentre dans une première ville, puis là, finalement, là, il montre les papiers, puis il dit « Ah oui, oui, on vous donne de l'argent parce que vous êtes une personne respectable. Ben, nous, ça serait une honte en tant que Sénat de la ville du canton de Fribourg de vous interdire, de ne pas vous donner l'argent puis de vous loger de façon commode. Mais à Berne, là, les autres sont un peu plus sérieux, puis ils attendez un petit peu, on va vérifier vos lettres. » Puis finalement, les lettres étaient authentiques, là, il n'y a pas de punch à ça, c'est juste pour souligner que quand on est une personne importante, on traîne nos lettres, on s'en va à l'auberge, on donne les papiers finalement à la mairie, puis eux autres, ils vérifient, je ne sais pas s'il y avait des livres avec les codes, je ne sais pas quoi, mais ils vérifient que c'est vraiment le sceau de l'impératrice de Russie, puis c'est vraiment le sceau, puis bon, fait qu'ils font toutes sortes de vérifications, puis ça prend plusieurs jours là, pour valider ça, avant finalement qu'on atteste leur identité, puis qu'on dit « Ah oui, c'est vraiment vous, vous mentez pas ». Autre exemple, je vais essayer de faire ça vite, c'est simplement dans Les Misérables de Victor Hugo. Au début, je pense que c'est au deuxième chapitre, c'est Jean Valjean qui arrive dans la ville. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Vous voyez que c'est vraiment l'inverse du prélat grec habillé en mauve là, dans la taverne. Personne ne le connaissait. Ce n'était évidemment qu'un passant. D'où venait-il? Du Midi, c'est-à-dire du sud de la France, des bords de la mer peut-être, car il faisait son entrée dans Digne par la même rue qui, 7 mois auparavant, avait vu passer l'empereur Napoléon, allant de Cannes à Paris. Cet homme avait dû marcher tout le jour. Il paraissait très fatigué. Arrivé au coin de la rue Poichevert, il tourna à gauche et se dirigea vers la mairie. Il y entra, puis sortit un quart d'heure après. Je m'appelle Jean Valjean. Là, j'ai sauté un bout. Là. C'est quand il arrive chez l'évêque, puis pour être logé chez l'évêque. Je suis galérien, j'ai passé 19 ans au bagne, je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied, on présume que c'est 12 heures de marche.
Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une auberge, on m'a dit va-t'en, chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Voilà mon passeport jaune. Voilà mon passeport jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Donc ça, c'est une situation qui va ressembler à celle du père Chemonneau, le fondateur de l'ancienne Lorette, au début de sa vie, comme on le verra. Pourquoi est-ce que je prends tout ce temps-là pour faire cette parenthèse, apparemment sans rapport? C'est pour montrer à quel point la question de l'identité, qui est un trait inévitable de la politique à notre époque, mais finalement, elle est relativement, c'est-à-dire, elle a vraiment changé à travers le temps. Dans ce temps-là, l'identité se faisait par les moyens visibles, finalement. Il fallait avoir des lettres, bon, il fallait avoir... Si on avait l'air pauvre, ben, on nous empêchait d'entrer dans les villes, tout simplement. C'est quelque chose qu'on trouverait inacceptable aujourd'hui. Pourquoi je me permets cette parenthèse? C'est parce qu'on va essayer de cerner l'identité lorettaine. Puis on comprend que l'identité, au fond, elle se forge par la différence qu'on fait avec l'autre. J'y reviendrai plus tard. Donc, le père Chemonneau, qui a peut-être 12 ans, je ne sais pas, commence son voyage. Il dit « Je me flattais dans l'espérance qu'arrivant dans une aussi grande ville que Lyon, j'y aurais quelques bonnes fortunes. » Donc, il attend un revers de fortune. On en a parlé tantôt. Le revirement de la fortune, c'est ce que représente l'écrevisse dans les œuvres anciennes et médiévales, et de la Renaissance aussi. Mais hélas, je fus bien surpris de me voir arrêté à la porte par des gardes qui, en admettant mes compagnons à la faveur de leur passeport, me rebutèrent parce que je n'en avais point. Lorsque je fus de l'autre bord du Rhône, parce qu'il y a finalement un batelier qui lui permet de traverser, je trouvai un jeune homme qui me promit de faire avec moi le voyage d'Italie. Ce jeune homme-là, je vais y revenir plus tard parce que il va bel et bien accompagner Pierre Chemonneau, le futur fondateur de l'ancienne Lorette, jusqu'à Rome. Mais on ne connaîtra jamais son identité, il dit à peu près rien de lui. Il ne mentionne même pas son nom, de quoi il a l'air. On sait qu'il est un peu plus vieux que lui. Je reviendrai. Comme nous commencions à marcher de compagnie, nous rencontrâmes un prêtre qui revenait de Rome et qui fit ce qu'il put pour nous faire retourner sur nos pas, en quittant le dessein de notre pèlerinage. Il nous allégua, entre autres raisons, que n'ayant point de passeport, nous serions exclus de toutes les villes qui sont sur le chemin. Je lui demandai s'il en avait un. Et il ne me l'eut pas plutôt montré que je le priai de me permettre d'en faire une copie en mettant mon nom et celui de mon camarade au lieu du sien, ce qu'il m'accorda. Donc là, vous voyez ce qui se passe, là? Le jeune garçon, avec son ami, il n'y a pas de passeport, il rencontre un prêtre, puis il dit non, retournez à la maison, ça ne sert à rien, là, allez vous excuser à vos parents. Puis là, on ne sait pas trop comment il réussit à convaincre le prêtre, finalement, de copier son passeport, puis de se faire un faux passeport avec celui du prêtre qui voulait qu'il revienne à la maison. Donc là, ce qui m'intéresse dans cet extrait-là, pourquoi je le présente, c'est qu'on a ici un double revirement de situation. Puis c'est ce que j'appelais tout à l'heure voyager par des chemins écartés. Parce qu'il ne prend pas du tout un chemin traditionnel, il faut qu'il fasse finalement accepter à un prêtre de mentir pour lui faire un faux passeport. Puis c'est comme la condition essentielle qui va mener le père Chemonneau à sa conversion. C'est vraiment un voyage d'écrevisse, qu'on pourrait dire. Puis il y a plein de rebondissements. Un peu plus loin, là, on va voir c'est quoi les miracles là, qui vont mener à sa conversion. Ma chemise pourrie et mes habits déchirés étant pleins de vermine, ma tête, même que je ne peignais point, se remplit d'une si horrible gale qu'il s'y forma du pu et des vers avec une extrême puanteur. Je vous avertis, c'est vraiment dégueulasse. Ce ne fut qu'à en compte que je connus l'excès du mal que j'avais à la tête. Il s'entend une piqûre plus douloureuse qu'à l'ordinaire, et j'y portai la main pour me gratter, et un de mes doigts ayant fait un trou dans ma gale, il s'y attacha un gros ver. Donc, c'est comme le pire de l'événement. On voit qu'il est vraiment minable. Il est vraiment dans un état misérable. Il est sale et plein d'insectes. Après tout, je repris courage aux approches de la sainte maison de Lorette. Peut-être que la bienheureuse Vierge, qui fait tant de miracles dans ce sacré lieu en faveur des misérables, y aura pitié de ma misère. Quoique je la priasse fort froidement, elle me fit voir qu'indépendamment de nos mérites et de nos dispositions, elle se plaît à exercer envers nous les devoirs d'une charitable mère. Donc, c'est le miracle en question.
Au sortir de la sainte maison de Marie, qui s'appelle la maison de Lorette, c'est de là qu'on va tirer le nom de l'ancienne Lorette, une personne inconnue qui paraissait un jeune homme et qui était peut-être un ange me dit d'un air et d'un ton de compassion: Mon cher enfant, que vous avez de mal à la tête, venez, suivez-moi, je tâcherai d'y apporter quelques remèdes. Je le suis, il me mène hors de l'église, derrière un gros pilier, par où il ne passait personne. Rendu que nous sommes dans ce lieu écarté, encore un lieu écarté, qui est un drôle d'usage pourtant, il me fait asseoir et me dit d'ôter mon chapeau. Je lui obéis, il me coupe tous les cheveux avec des ciseaux, il me frotte d'un linge blanc ma pauvre tête et sans que je sente aucune douleur, il en ôte entièrement la gale, le pus et la vermine. Après quoi, il me remet mon chapeau. Mon camarade et moi, nous reprîmes le chemin de Rome après avoir passé 3 jours à Lorette. Mais Dieu m'arrêta à Terny dans l'Ombrie pour me faire changer ma vie de gueux en la condition d'un valet. C'est finalement le revers de fortune qui l'attendait. Finalement, il est arrivé après le miracle de la Sainte Vierge. Donc là, il va entrer chez les Jésuites. Il va vivre quelques épisodes de mysticisme. Je vous présente le principal. Un jour que je me préparais à la communion, je priai la Divine Marie de m'inspirer ce que je pourrais faire d'agréable à son très cher Fils que j'allais recevoir. Au même instant, il me semble ouïr au fond de mon cœur cette aimable reine qui me disait à l'âme: Faites vœu de chercher toujours et en toute chose la plus grande gloire de Dieu. Je jugeai donc, lorsque le père Poncet m'eut fait la proposition du pèlerinage de Lorette, donc de retourner en Combe, là où il y a eu le miracle, que c'était là Notre Seigneur et Notre-Dame, ce qu'il souhaitait que je m'engageasse par vœu à chercher en tout la plus grande gloire de Dieu. Ce qui me confirma dans ma pensée fut que le propre jour que ça doit être une erreur, le père Poncet m'interrogeait dans ma retraite pour m'apprendre qu'il me voulait mener à Lorette. La nuit, pendant mon sommeil, je vis en songe une personne que je pris pour ma mère. Mais son visage noirâtre et basané m'étonna, ma vraie mère ne m'ayant jamais paru avoir le teint brun. Le matin, immédiatement après mon lever, avant que qui que ce soit fût entré dans ma chambre, je trouvai sur ma table un écrit où étaient ces mots: Votre beau vœu est enregistré dans le ciel. Il faut le présenter à Dieu sous les auspices de la mère par excellence. Donc, c'est là l'origine de notre ancienne Lorette, comme je l'écris. Il y a un miracle, la Vierge lui a écrit, après l'avoir guérie, non contente de l'avoir guérie, elle lui laisse un petit papier sur lequel elle, finalement, lui donne en gros la mission de la servir et de fonder une Lorette en Amérique. Après tous ces épisodes mystiques qui ont décidé, c'est-à-dire c'est un événement mystique là, qui détermine l'idée de fonder l'ancienne Lorette, là, c'est pas rien. Là, je pense pas qu'on peut comparer ça à beaucoup de villes. Le père Chamonix va s'embarquer au Canada. Il va être notamment avec le père Brébeuf qui est brûlé vif, je pense, par les Iroquois. Là. C'est un passage très violent. Puis le père Chamonix, là, je ne mets pas beaucoup j'en parlerai pas longtemps de ça, mais un fait vraiment intéressant, c'est qu'il a écrit la toute première grammaire de la langue huronne. C'était le spécialiste de la langue des Hurons. Puis l'ancienne Lorette était réputée pour ça. C'est là qu'on venait apprendre la langue des Hurons à l'ancienne Lorette. Là, il est déjà 8h10, ça n'a aucun sens. J'ai vraiment mal prévu mon temps, mais je ne suis vraiment pas rendu loin. Mais je vous présente une interprétation du texte autobiographique. C'est important pour l'histoire de Lorettaine parce que c'est le texte autobiographique du fondateur. Puis je vais vous montrer que on peut lire entre les lignes, puis je pense qu'il ne nous dit pas tout. Le contexte global de l'œuvre, c'est le supérieur jésuite du père Chamonix quand il est rendu dans son vieil âge, qui lui demande d'écrire son autobiographie, ce qui était assez commun pour écrire les relations des jésuites, entre autres, c'est qu'il rassemblait ça dans un livre, puis il raconte l'histoire des jésuites. Donc, il faut tous qu'ils écrivent leur histoire. Puis, le père Chamonix va passer pas beaucoup de temps à écrire sur sa jeunesse. Puis, il insiste toujours sur la notion du péché, là. Que c'était un pécheur, puis il était, bon, vous allez le voir. Mais il me semble qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Je commence par celui-là. Oh, que n'offris-je dès lors au bon Dieu la faim, la nudité, la lassitude, le chaud, le froid et 1000 autres misères que je souffris dans ce voyage. Donc, il dit, il l'offre au Christ, là, il souffre pour le bon Dieu, en fait, comme le Christ. Mon orgueil et mes autres péchés
me rendait beaucoup plus semblable au démon que je ne l'étais à Jésus-Christ par ma pauvreté, étant en moi de grands obstacles à la grâce. Mais je serais trop long si je voulais raconter toutes les fautes que j'ai commises dans mon voyage. Je n'en toucherai que les principales aventures. Donc, le Christ, selon la doctrine catholique, mérite la grâce divine parce qu'il a souffert pour toute l'humanité. Pierre Chaumonot, ce qu'il nous dit, lui aussi, il souffrait, mais il ne méritait pas cette grâce divine pour deux raisons. En premier, pour son orgueil, qu'il dit, parce que notamment, il refuse de retourner à la maison et demander pardon à ses parents, ce qui est un acte d'orgueil assez grand, mais il dit aussi pour ses autres péchés, qu'il ne mentionne pas, et qui le rendent semblable aux démons. Fait que ça va être des assez gros péchés pour qu'il soit semblable aux démons, mais il ne le dit pas, puis il dit en plus qu'il ne le dira pas. Mais est-ce qu'il le dit sans le dire? C'est notre question. On sait que les péchés capitaux chez les catholiques sont au nombre de 7. L'orgueil en est un. Les péchés capitaux, ceci dit, ce n'est pas nécessairement les plus graves, c'est seulement les principaux, c'est-à-dire que tous les péchés peuvent se rapporter d'une manière ou d'une autre à l'un des 7 péchés capitaux. On sait que l'orgueil, c'est un de ces grands péchés, puis il y en a d'autres. Il en reste donc vraisemblablement, si on enlève l'orgueil, 6 qui peuvent correspondre à ces autres péchés, qui le rendent semblable au démon, c'est pas rien, là. Or, on sait qu'il s'est rendu jusqu'à Rome à pied et sans argent dans la faim et le froid. Il faut donc éliminer de la liste des candidats la paresse, l'avarice puis la gourmandise, parce qu'il avait faim, il n'y avait pas d'argent, puis il n'était pas paresseux. Il nous reste alors 3 candidats, la colère, l'envie et la luxure. Je ne crois pas que le texte laisse des indices quant au péché de colère ou d'envie. Évidemment, je ne pourrais pas vous le prouver autrement qu'en vous montrant en vous montrant tout le texte, qui serait beaucoup trop long et pas très intéressant. Je m'en remets donc à ce qui peut tenir lieu de preuves circonstancielles, un exemple de la manière dont il agit en temps de problème. Puis on verra qu'il ne semble pas exprimer beaucoup de colère ou d'envie. Résolus de poursuivre notre pèlerinage de Rome, nous partons un beau matin. Mais à peine eûmes-nous fait une demi-lieue que nous fûmes arrêtés par des soldats qui avaient ordre de prendre les déserteurs qu'ils trouveraient et de les mener à leurs officiers. Hélas, leur dis-je en pleurant, ai-je la mine d'un homme de guerre? Je parlais d'un accent si pathétique qu'en étant touché, ils nous laissèrent passer. C'est pas trop ce que j'appelle la colère, là. Puis, je vous rappelle aussi qu'il avait à peu près 12 ans, je pense, je suis pas sûr. Donc, il était tout petit, là, puis, il se sort de ses problèmes en pleurant et en faisant pitié. Il nous resterait la luxure. Là, je crois pas que le texte... je pourrais pas... excusez-moi, c'est une mauvaise note. La luxure, oui, c'est ça. On va regarder, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec la luxure. Excusez-moi. Ici, j'ai la seule mention d'une femme qu'on peut trouver dans le chapitre. Ça me semble assez clair qu'il n'y a pas vraiment de tension sexuelle, si on peut. Là. Il dit seulement que... bon, je vais vous le lire, c'est quand même drôle. Là. La vie des saints solitaires, donc un livre qu'il a lu, me fit naître l'envie d'être ermite. Là-dessus, sans consulter personne, je sors de la maison de mon maître, c'est-à-dire là où il était valet, à dessein de m'aller cacher en France dans quelque solitude. Au sortir de la ville, je rencontrai la fille de mon docteur, c'est-à-dire son maître, celui qui l'héberge, à laquelle je découvris mon dessein afin qu'on ne fût pas en peine de moi. Après quelques lieues de chemin, il me vient à la pensée de m'éprouver. Je prends du blé en herbe, je le porte à ma bouche, je le mange, mais je ne puis l'avaler. Donc ça a mis fin à ses projets d'ermite. Donc c'est à peu près la seule mention qu'on voit d'une jeune femme, puis il ne se passe pas grand-chose. Mais, je vous rappelle que c'est l'écrit qu'il rend à son supérieur jésuite. Que je vais essayer de faire une lecture du texte qui montre que peut-être c'était des choses qui valaient mieux cacher à son supérieur religieux. Dans un village de la Savoie, nous rencontrâmes un bon curé qui nous mena chez lui, où il nous fit coucher dans le lit de son valet, en parlant de son compagnon qu'il nomme jamais, on ne sait même pas son nom. Notre hôte ne ferma pas bien la trappe, de telle sorte que vers minuit un chat la fit tomber. Le bruit en fut assez grand pour réveiller monsieur le curé qui, se lève en chemise, sort de la chambre sur une galerie et crie de toute sa force au meurtre. Par bonheur pour nous, les voisins ne se réveillèrent pas à la voix de leur pasteur. Donc là, Pierre Chaumonot prétend que c'est la trappe pour monter à la chambre qui s'est ouverte à cause d'un chat. Ce qui est quand même une drôle d'histoire, mais c'est pas clair. Moi, je me demande, en fait, vu cette description un peu floue, ce que le curé a pu entendre pour croire à un meurtre. Puis finalement, ils sont allés le voir pour signifier que c'était qu'un malentendu.
Un autre passage qui n'est pas très clair, mais qui est peut-être suggestif. Nous aperçûmes une métairie, c'est-à-dire un domaine, c'est une petite ferme. Comme nous nous y traînions, nous rencontrâmes tout proche un gros tas de paille. Nous grimpons dessus et nous faisons un gros trou en haut pour nous y fourrer. Nous nous les mettons sous les aisselles l'un de l'autre en nous couchant. Nous commencions à nous réchauffer lorsque voilà de grands chiens qui, nous ayant sentis, accoururent en aboyant avec furie. Au bruit, on sort de la ferme et on tâche de nous écarter à coups de pierre. Là, je ne sais pas si vous avez bien écouté, bien lu, là. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est assez étrange. Euh, Puis il va nous dire à d'autres endroits, après bien des peines et des fatigues, nous nous rendîmes à Hong Kong. Hélas, qui pourrait exprimer le pitoyable état où mon libertinage m'avait réduit? Donc il dit lui-même qu'il est libertin. Puis là, j'ai sorti une définition, avec même une définition qui date de 1625, là, de la même époque, qui est déréglée dans ses mœurs, dans sa conduite. Ça donne sans retenue, sans pudeur au plaisir charnel, donc au plaisir sexuel. Le père Chemonneau dit, Pierre Chemonneau, il n'était pas encore jésuite, dit lui-même qu'il était libertin, puis il nous raconte des histoires vraiment confuses que peut-être qu'il ne voulait pas que les jésuites comprennent trop. Mais il me semble que quand on regarde ça, on peut se poser des questions. Alors, je vous laisse seulement, avec ce qu'on vient de voir, tirer votre propre conclusion. Puis, un autre indice, qui est celui-là un petit peu plus... c'est moins dans le texte littéraire, mais c'est plus un indice conceptuel. Il va dire que quand il est allé à la maison de Lorette, puis que là, il a eu son projet miraculeux, il a demandé au révérend père général, le RP général que vous voyez, s'il pouvait se nommer Joseph-Marie. Ce qui est quand même pas commun, c'est-à-dire Joseph-Marie, c'est les deux parents de Jésus-Christ. C'est comme les deux gros noms. Là. Puis n'importe qui peut pas moi, je vais prendre ces noms-là. Il fallait donner des bonnes raisons pour pas que tout le monde, parce que s'appelle comme les parents du Christ ou s'appellent tous selon le meilleur apôtre. Là. Il fallait avoir une raison personnelle. Lui, ce qu'il choisit, c'est Joseph-Marie. Puis les raisons qu'il donne, c'est qu'il voulait se mettre sous la puissante protection de ses deux époux vierges et de reconnaître par là les obligations qu'il a envers eux et de s'exciter à l'imitation de leurs vertus. Il a choisi Joseph et Marie pour cette raison, pas pour d'autres raisons. Puis, bon, là, je récapitule. Le récit qu'il a livré, le père Chemonneau, dans sa jeunesse, met de l'avant son péché, puis celui de sa conversion, il met de l'avant son rapport avec la Vierge Marie, qui est l'objet de ses miracles aussi. Puis particulièrement la virginité de Marie et celle de son mari. Ce que je veux faire ressortir là, c'est qu'on voit encore poindre ici la symbolique de l'écrevisse. Le père Chemonneau, il choisit comme patron les époux qui se démarquent par leur virginité plus que par toute autre vertu, alors que lui-même, le vice particulier qu'il démarque, c'est la luxure. Il y a une espèce de communion des contraires, un pattern, si je peux me permettre l'anglicisme, qu'on va retrouver à plusieurs endroits. L'espèce de revirement des choses, puis l'unité des contraires. Un petit mot sur la situation politique des Hurons, j'en dirais pas beaucoup. Les Hurons, avant l'arrivée des Français, ils habitaient dans le coin des Grands Lacs, là, sur ce qu'on appelle la baie géorgienne. C'est dans le lac Huron. Vous voyez sur la carte. Et ils étaient en guerre contre les Iroquois qui les chassent de leur terre natale, dans la région des Grands Lacs. Puis ils vont se réfugier à plusieurs endroits, dont dans le Saint-Laurent jusqu'à Québec. Puis ils vont être hébergés à l'île d'Orléans, puis ils sont protégés par les Jésuites. Il y en a même que les Iroquois sont revenus pour leur proposer de retourner vivre chez eux dans le lac Huron, puis finalement, ils les ont massacrés. Fait qu'ils sont comme fait avoir, puis là, c'est vraiment une tragédie, cette histoire-là, des guerres entre des tribus qui vivaient ensemble dans la région des Grands Lacs. Finalement, les Hurons vont rester à l'île d'Orléans, puis ils vont décider, parce qu'ils se sont convertis avec les Jésuites, de fonder une mission. Un résumé de ce qui s'est passé, ils vont demeurer à l'île d'Orléans, à Québec, à Beauport, à Sillery, puis ensuite à Lorette. Donc, ils vont se déplacer plusieurs fois, mais c'était leur mode de vie aussi. Là. Même si les Hurons étaient sédentaires, ils ne restaient pas plus de 15-20 ans, gros maximum, 10-15 ans peut-être par endroit, parce qu'ils coupaient les arbres, puis là, ils voulaient avoir les ressources. Puis quand ils coupent les arbres, il n'y a plus autant d'animaux qu'on peut trapper puis chasser. C'est ce qui va faire en fait que
Hurons vont quitter la vieille Lorette, l'ancienne Lorette, pour aller vers la nouvelle Lorette. Les missions Hurons, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelait des réductions à l'époque. Le but, c'est de sédentariser, christianiser et civiliser, je l'ai mis entre guillemets, les populations autochtones. C'est les Jésuites qui font ça, puis ils en ont fait un peu partout dans les colonies. Puis le modèle des réductions qui a fonctionné le mieux, puis qui servait de paradigme pour les autres, c'était au Paraguay, en Amérique du Sud. Puis ce modèle-là a été décrit comme une utopie socialiste. Fait que c'est une espèce de micro-société communiste ou socialiste, chrétienne en même temps. Puis c'est ça que les Jésuites voulaient réaliser, puis il faut vraiment la distinguer. Quand on parle de colonialisme, là, il y avait vraiment, on aime ça mélanger, mais il y avait des intérêts complètement différents. Les Jésuites voulaient, certes, ils voulaient, oui, christianiser puis sédentariser les Hurons, mais ils ne voulaient pas les exploiter commercialement. Ça, c'était plutôt certains monarques. Donc, c'est ça. Il faut distinguer les intérêts politiques mercantiles et religieux, d'autre part. Qu'on confond souvent, c'est ce que je viens de dire. En fait, en Nouvelle-France, quand les Jésuites sont arrivés et ont fait leur mission, c'était Anne d'Autriche qui était la régente en France. Puis les Jésuites, c'est une énorme congrégation, mais ils étaient très puissants, puis il y avait beaucoup d'influence sur la politique. Puis eux, ils réussissaient à convaincre, au fond, les monarques que laissez-nous faire une mission avec des autochtones qu'on va convertir, puis ils voulaient les laisser vivre, au fond, selon leur rite, parler leur langue, tout en pratiquant la religion catholique. Puis on dit, laissons-les être, au fond, vivre comme ils l'entendent, puis ça va faire des alliés après pour vous, les Français. Laissons-les avoir leur politique, avoir leur chef, puis ils vont vous aider en cas de conflit, puis ça va vous renforcer. C'est ce que Anne d'Autriche acceptait, puis c'est pour ça qu'on a eu des missions ici. C'est quand Louis XIV est arrivé que lui a complètement transformé le modèle, puis lui, il voyait les Autochtones comme une ressource commerciale pour finalement les exploiter puis faire de l'argent. Je voulais juste marquer la distinction, c'est-à-dire que c'est pas une seule visée en fait qu'avaient tous les colons en Amérique. Là, on arrive, il est déjà 8h25, on arrive à l'histoire de l'ancienne Lorette. Je pense que je vais devoir couper la moitié de ce que j'ai préparé. C'est quoi la difficulté à faire l'histoire de l'ancienne Lorette? Il y a un nombre limité de sources, premièrement. Il y a une monographie qui a été écrite sur l'ancienne Lorette. C'est écrit par Lionel Allard en 1979. Là, je voulais faire un petit commentaire, mais je pense que j'ai pas le temps. C'est un historien. Je sais pas si c'était un universitaire. Je pense pas que c'était un chercheur là, très qualifié. C'est-à-dire que les historiens ont fait certaines critiques là, de son livre, comme quoi il était un peu trop complaisant des fois avec le clergé. Puis lui, il s'intéresse trop à. Il faisait une lecture un peu biaisée à certains égards. Mais moi, j'aime bien comment il fait une lecture subjective aussi de l'ancienne Lorette, puis qu'il essaie de se représenter comment c'était dans ce temps-là, puis qui fait des portraits descriptifs là, qui sont presque littéraires. Par contre, il s'intéresse un peu trop à mon goût, à moi, là, au nom des gens, au nom de famille des Lorettains, puis au recensement. Mais bref, c'est à peu près la meilleure source qu'on a. Puis des fois, les citations sont vagues. Là. Il va dire ça, c'est dans les archives de telle place, mais il ne donne pas le nom du feuillet, le numéro du feuillet. Fait que c'est difficile des fois de faire une contre-vérification. Une autre hypothèse pour le fait qu'on n'a pas beaucoup de sources lorettaines, c'est qu'il y a eu un saccage, si on veut, des archives lorettaines qui aurait été fait, selon une des hypothèses, par les troupes britanniques de James Wolfe lors de la conquête de Québec. Puis ça serait eux qui auraient détruit, selon une hypothèse, les archives qui nous renseignaient sur la vie des Lorettains avant. Puis l'autre problème principal à la question des sources, c'est que les Lorettains étaient analphabètes en presque totalité jusque dans les années milieu du 20e siècle à peu près. Là. Donc, les seules personnes lettrées qui étaient à l'ancienne Lorette, c'était le clergé. Puis comme on va le voir, le clergé, souvent, c'était des gens qui venaient de l'extérieur. Puis les quelques Lorettains qui devenaient prêtres, ils s'en allaient aussi à l'extérieur. Donc, il n'y a pas eu vraiment une culture
littéraire lorettaine qui s'est développée. Donc, on pourrait dire, je pense que j'allais y revenir plus tard, mais c'est pertinent de le dire là, au sens propre, l'ancienne Lorette est les Lorettains sont un peuple sans histoire et sans culture, parce qu'ils n'avaient pas d'écrivain. Bon, l'idylle lorettaine, partie 1. 1673 à 1697, c'est l'époque de la mission lorettaine fondée par le père Chamonix. Ils ont choisi le terrain de l'ancienne Lorette. En fait, ça a été choisi conjointement avec le missionnaire Charbonneau puis les Hurons. Puis on choisit ça parce que c'était un site d'exception dans la région. On le voit quand l'église de l'ancienne Lorette est sur un plateau qui est sur le bord d'un ravin. Puis c'est une vallée, au fond, une grande vallée qui nous sépare de Sainte-Foy puis de la ville de Québec. Puis on choisit un site qui était en surplomb, puis qui était très escarpé, puis qui permettait de voir au loin la ville de Québec. Donc il y a comme deux plateaux à Québec. Il y a Québec qui s'étend jusqu'à Sainte-Foy, puis il y a l'ancienne Lorette. Puis l'ancienne Lorette, c'est plat jusqu'au Mont Bel-Air qu'on voit derrière. Puis ces terres plates-là, qui étaient appelées les grands déserts, ont servi à construire l'aéroport notamment. Puis là, pourquoi se mettre sur une crête? C'est-à-dire sur le bord d'un ravin comme ça, où ils ont mis l'église. Ben, je veux comparer ça avec les monastères. Il y en a un ici, c'est au Tibet, l'autre c'est en Grèce. C'est ce qu'on appelait des lieux telluriques. C'était supposé être des lieux qui avaient dont le terrain avait des propriétés particulières, presque magiques. Parce qu'on se demande là, rationnellement pourquoi on irait se mettre là si c'est pas pour que ça soit beau. Là, du point de vue de l'architecture, c'est extrêmement difficile de construire ça. Il faut monter les matériaux. Ben, c'était la même chose avec l'ancienne Lorette. Ils ont construit sur le bord du ravin, de sorte qu'ils pouvaient seulement y aller en hiver. Ils ont construit la chapelle en hiver en amenant ça sur des traîneaux à partir de Sillery. Puis on pourrait dire, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ne se sont pas mis dans le trou? Pourquoi ils ne se sont pas mis plus loin? C'est bien trop difficile. Ben, c'est parce que l'ancienne Lorette, c'est un projet mystique. C'est ça qu'il faut se rappeler. Là. Il veut fonder un lieu saint. Puis c'est vraiment ce que ça va devenir. Comme les lieux que je vous présente, c'est des lieux saints, là, ben, sûrement du bouddhisme puis de l'Église orthodoxe chrétienne. Puis, bon, ils ont établi un sanctuaire. Donc, ça va vraiment devenir un lieu de pèlerinage, la mission, parce qu'il y a une chapelle sainte avec des objets saints qui ont été envoyés d'Europe, là, des objets par rapport à la Vierge, tout ça. Puis, on a eu des pèlerins célèbres à l'ancienne Lorette, les gouverneurs Frontenac, de Nonville, l'intendant Champigny, Marguerite Bourgeois, puis les étudiants du collège des Jésuites allaient annuellement en pèlerinage à l'ancienne Lorette. Ensuite, les habitants de la mission, c'est principalement des Hurons convertis qui sont groupés autour d'une chapelle, puis quelques colons qui habitent sur les rangs éloignés, qui profitent de la chapelle, c'est-à-dire qu'ils montaient à pied pour aller à la chapelle. C'est aujourd'hui, pour ceux qui connaissent l'ancienne Lorette, c'est dans le coin de la rue Saint-Paul, entre autres, qui est en bas de la côte. Puis c'est un lieu d'apprentissage de la langue huronne, comme je l'ai mentionné. Les gens allaient jusque-là pour apprendre auprès du père Chamonix la langue des Hurons. Donc c'était un lieu, malgré qu'on va voir l'analphabétisme après, là, c'était un lieu dans ce cas-là de savoir hors du commun, puis un lieu sacré aussi. Mais comme je l'ai dit, les Hurons, parce que en coupant les arbres, parce qu'il y a une colonisation parce qu'ils s'étendent, il y a un petit peu plus de maisons, de cabanes qui sont construites, ben, ils coupent des arbres, ils font des champs, mais ça fait qu'ils doivent aller de plus en plus loin pour chasser. Puis finalement, ils décident d'aller s'établir un peu plus au nord, en remontant la rivière Saint-Charles, puis ils vont s'établir à ce qui est aujourd'hui Wendake, puis qui s'appelait dans ce temps-là la Nouvelle-Lorette. Donc, ils ont déménagé tout le contenu de la chapelle, tous les objets sacrés, même la porte de la chapelle, ils sont partis avec, puis ils sont partis en mettant ça sur des traîneaux encore, puis sont allés plus loin. Donc, qu'est-ce qui restait dans la vieille Lorette, entre 1697 et 1722? Quelques habitants dans une chapelle sans porte, qui est inutilisée. Puis les quelques colons qui habitent les rangs, avoisinants et reculés, demandent à pouvoir utiliser la chapelle finalement après quelques temps. Puis on en vient finalement à décider de faire venir d'autres Canadiens français pour réutiliser la chapelle qui n'avait pas été défaite complètement parce que ça ne se transportait pas. Donc le lieu reste un lieu religieux finalement. Puis en 1722 ou à peu près,
les Jésuites, à qui appartenait encore la mission inutilisée, ben, cèdent ça au diocèse, puis on a la paroisse de l'Ancienne-Lorette. Comment ils ont fait pour ériger la paroisse? Alors que, tranquillement, les gens s'installaient dans la région, puis c'était des rangs très éloignés de Québec. Le gouverneur ou l'intendant, je ne sais plus, mandaté une enquête de quelqu'un qui passait de maison en maison puis qui demandait aux gens, vous, à qui vous identifiez-vous? C'est quoi votre paroisse? C'est quoi votre église? Puis c'est les gens qui disaient, ah ben moi ma paroisse, c'est Ancienne-Lorette ou c'est telle chose, Notre-Dame de Lorette, ou ben Saint-Augustin, tout ça, là. Puis ils ont regroupé le territoire selon la volonté des gens. Les gens qui s'identifiaient comme appartenant à la mission lorettaine, ben, ils se sont dit lorettains, puis le gouvernement a dit OK. Puis les paroisses étaient distinctes des seigneuries. Donc le gouvernement, la paroisse s'étend sur 5 seigneuries différentes, sur différentes parties. Par exemple, Saint-Augustin, ben, c'est pas Saint-Augustin complet, mais une partie de la seigneurie de Saint-Augustin qui s'appelle la seigneurie du Mort. Puis aujourd'hui, c'est Saint-Augustin de Desmaures. Appartient à l'Ancienne-Lorette. Donc, je vous montre une carte que j'ai faite. En bleu, vous avez les frontières actuelles de l'Ancienne-Lorette, puis en orange, vous avez la paroisse lorettaine, en fait, en 1722. Puis ça va rester comme ça jusqu'à... On va voir ensemble à quel moment est-ce que les territoires sont cédés. Et c'était énorme, là. Ça touche au lac Saint-Augustin. Il y a une partie du Mont-Bel-Air qui est à l'Ancienne-Lorette. Tout ce qui est la région de l'aéroport, ça appartient à l'Ancienne-Lorette. Puis aussi le quartier des Saules, c'était aussi à l'Ancienne-Lorette, parce qu'il y avait des gens qui habitaient là, c'est très ancien, là. Il y avait la rivière Saint-Charles qui passait là, puis il y avait une industrie pas une industrie, mais des artisans qui fabriquaient des briques, je pense, près de la rivière. Ben, ça faisait partie de l'Ancienne-Lorette. Fait que l'église, en ce temps-là, de l'Ancienne-Lorette était le centre culturel vraiment important de la région de Québec. Ça, là, c'était 2 fois la superficie de la ville de Québec. Partie 2 de l'idylle lorettaine, en fait, il ne se passe rien. 1760, la conquête britannique, 1775, l'invasion américaine de la province de Québec, ça ne change absolument rien pour la vie des Lorettains, même si les Américains sont venus à l'Ancienne-Lorette, puis ils leur ont dit, ben là, joignez-vous à nous, là, on va se débarrasser des Anglais ensemble, puis les Lorettains étaient juste indifférents. Ils les ont pas dénoncés, puis ils les ont pas suivis non plus. Puis ça, c'est assez intriguant de voir à quel point les événements politiques n'ont d'envergure, n'ont aucune influence dans le microcosme loretain. Pourquoi il n'y a rien à décrire, il n'y a rien à dire, c'est que c'est la vie rurale qui se perpétue de manière presque autarcique. En apparence, la vie à l'Ancienne-Lorette est identique à celle des autres régions du Québec. J'ai parlé tantôt d'un peuple, en parlant des Lorettains, d'un peuple sans histoire et sans culture, mais je pense que c'est une appellation qu'on mérite de se revendiquer, là, à mon avis. Parce que dans la mesure où la culture se constitue par la différence avec l'autre, de manière polémique, comme on le verra plus tard, ben, l'état d'harmonie totale avec la nature qu'on voyait chez les Lorettains, l'état dans lequel ils vivaient, c'était sans contredire un idéal de vie sans culture, c'est-à-dire sans qu'on se dérange à penser notre différence avec les autres. À l'Ancienne-Lorette, dans ce temps-là, il n'y avait même pas de banque. On se prêtait de l'argent mutuellement, sur parole et sans intérêt. Par la suite, là, au cours du 19e siècle, la modernité va commencer à gagner l'Ancienne-Lorette, l'industrialisation. J'ai dit l'Ancienne-Lorette, je voulais dire l'Amérique du Nord. L'Ancienne-Lorette va y éviter. Pourquoi? Parce que le lieu l'Ancienne-Lorette a été fondée sur un lieu haut perché, en haut de côtes très abruptes, ce qui fait que ça empêche de construire des chemins de fer. Les trains ne sont pas capables c'est trop compliqué de mettre des trains là. Même juste avoir de l'eau, c'est vraiment compliqué, là. Pendant 20 ans, le réseau d'aqueduc ne fonctionnait pas, puis on ne sait pas pourquoi. C'est un mystère qu'il va falloir élucider. Puis, tous les projets d'industrie qui devraient s'établir à l'Ancienne-Lorette pour finalement la rendre conforme à l'économie du 19e siècle. L'économie industrialisée, ça ne fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. C'est pas assez rentable, en fait, s'installer en Ancienne-Lorette parce que les chevaux ne sont pas capables de tirer les matériaux en haut des côtes. Puis les premiers moteurs ne sont pas capables de monter la côte aussi. Donc, l'Ancienne-Lorette reste
dans une espèce de situation unique, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 pas de la ville de Québec, la civilisation, mais c'est comme une espèce d'îlot du passé, finalement, qui reste jusqu'en 1900, puis au début du 20e siècle. Donc, c'est ce que je décris comme le développement d'une culture unique entre modernité et tradition. J'ai parlé tout à l'heure des Loretins qui s'éduquent. Il y a certains qui vont à l'école, qui deviennent prêtres, mais souvent ils quittent. Puis les prêtres qui viennent, ils ne sont pas Loretins. Il n'y a pas vraiment d'échange entre l'ancienne Lorette puis l'extérieur. On reste encore autarcique en plein 20e siècle. Puis l'événement précurseur de l'avenir en 1880, c'est un des premiers contacts finalement entre les Loretins et les Québécois. En 1880, ils vont fêter la Saint-Jean-Baptiste, puis toute la région est invitée à participer, ce qui était pas d'habitude, c'était plus local. Les Loretins fabriquent un char allégorique qui rend compte de leur vie, de la culture loretaine. Donc, c'est quoi essentiellement? C'est un char à 4 roues avec des fourches plantées dedans, puis une espèce d'arbre de fourches. J'ai pas eu le temps de scanner la photo, mais je pourrais vous la montrer éventuellement, mais c'est pas très beau, mais bref. C'était la culture lorettaine, puis c'était une drôle d'affaire, puis ça faisait une différence pas mal dans le défilé de la Saint-Jean. Puis les Québécois ont ri des Lorettains, ont trouvé le char allégorique complètement ridicule. Puis les Lorettains sont ressortis de là humiliés, puis vraiment fâchés parce qu'on s'était moqué d'eux. Puis, pourquoi cet événement-là me paraît significatif? C'est que ça témoigne de la naïveté puis de la pureté du peuple loretain, qui était de simples agriculteurs, dont se moque allègrement la population soi-disant civilisée de Québec. Puis, même si ça fait 140 ans, puis qu'on devrait en revenir de cet événement-là, il me semble que, comme on va le voir, ça préfigure un peu ce qui va se passer au 20e siècle, puis comment la ville de Québec va détruire l'ancienne Lorette. En 1945, il va y avoir une session à Québec. Ça, c'était pour des raisons religieuses. Là. Ils ont créé une nouvelle paroisse qui s'appelle Sainte-Monique des Saules. C'est le secteur des Saules de maintenant. Ça va être détaché de l'ancienne Lorette. Puis, en 1947, il y a une scission du territoire loretain en deux. Pour des raisons... En fait, ils vont séparer le village des rangs qui sont tout autour. Fait que tout ce qui est la région de l'aéroport, qui était dans ce temps-là un aéroport militaire, qui était à l'aéroport d'Ancienne-Lorette, est cédé avec les rangs, puis le territoire est séparé en deux. Là, dans le manifeste des études lorettaines, j'ai pas eu l'occasion d'en parler encore, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais dans le manifeste des études lorettaines, Réal Germeloin prétend que compare ce modèle-là à celui de la ville de Berlin, mais sans mur. C'est-à-dire que on parle la ville est divisée en deux, puis il y a deux administrations différentes qui travaillent, puis on n'a plus accès à l'aéroport. Puis 2 ans après que l'ancienne Lorette perde le contrôle de l'aéroport, il se produit le premier attentat aérien d'Occident. Pourquoi un attentat aérien? C'est parce que les autres explosions qu'il y avait eu, on n'est pas capable d'être certain que c'était des attentats. Puis celui-là, on est certain parce que c'était un homme qui voulait tuer sa femme en mettant une bombe dans l'avion dans lequel elle devait embarquer. Puis là, vu qu'il s'est chicané avec elle avant que l'avion décolle, l'avion a explosé en retard, puis il n'est pas tombé dans le fleuve comme prévu, puis ils ont retrouvé au fond la bombe. Donc, c'est arrivé seulement 2 ans après que l'ancienne Lorette perde le contrôle de son aéroport. Puis finalement, on ne sait pas ce qui se passait de ce côté-là, mais en 1970, cette autre partie, les rangs de l'ancienne Lorette, qui comprend l'aéroport, une partie de Val-Bélair, aujourd'hui est annexée à la ville de Sainte-Foy. En 1973, le moulin est détruit parce que l'ancienne Lorette multipliait les demandes pour préserver notre moulin, puis c'était ignoré par les gouvernements là, qui voulaient construire des barrages hydroélectriques, puis toutes sortes d'affaires, puis ils ont mené le patrimoine loretain à sa perte, jusqu'en 1983 où arrive Émile Loranger, qui sera le maire pendant 37 ans. Donc ça, c'est une photo de l'équipe Loranger à son première élection en 1963. C'est le premier d'environ 8 mandats. La première chose que fait Émile Loranger d'importance, il me semble, c'est en 1987, quand il fait adopter le L' dans le nom de la ville. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que
on vient mettre l'article défini qui nous fait prendre conscience qu'on a une identité. On n'est pas une Lorette parmi d'autres, on est l'ancienne Lorette. Puis le L mérite de faire partie de ça, de notre nom. Puis c'est une façon de prendre pleinement conscience de nous-mêmes, de notre identité et de la vérité de notre identité. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Il y a quelques années, la Ville a sorti une campagne de relations publiques, puis le slogan, c'est « On est unique ». Moi, je vois tout à fait le lien avec le L' de 1987. Construction de la bibliothèque en 1991 à l'issue d'un référendum. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une manifestation parce que les Loretins s'opposaient à la construction de la bibliothèque, mais je n'ai pas retrouvé de source pour ça. On arrive à la question des fusions. Le Parti québécois, en 2000, soumet un projet de loi provincial pour fusionner les villes ensemble. L'ancienne Lorette va être forcée, au fond, de fusionner à la Ville de Québec en 2002. Puis comme puis c'était obligatoire, il n'y a pas eu, là, ce que vous voyez, le référendum, c'est après. En 2002, l'ancienne Lorette fait partie de Québec. Puis, il y a eu beaucoup de grogne là, au Québec pour ça. Moi, je ne m'en rappelle pas, j'avais 3 ans à peu près quand c'est arrivé. Là. Mais j'ai lu qu'il y avait eu toutes sortes de problèmes. Puis ça serait en fait l'un des enjeux qui a fait en sorte que Jean Charest a été au pouvoir pour son premier mandat. Puis là, ça fait longtemps, on s'en rappelle plus trop, mais l'histoire de l'ancienne Lorette est importante en ce sens-là dans l'histoire du Québec si elle a permis le gouvernement Jean Charest parce qu'elle a fait renverser le Parti québécois. Finalement, Jean Charest, en fait, avait promis la possibilité de faire renverser les fusions forcées puis de permettre des référendums pour la diffusion. Puis là, comme je l'ai dit, moi, j'étais très jeune, j'ai pas d'opinion, j'ai pas une expérience, c'est-à-dire directe de ça, mais Réal Germeloin, dans le manifeste, lui, affirme que le Parti québécois s'est tourné vers les fusions municipales parce qu'il était frustré de ses propres échecs nationaux. C'est une interprétation, je sais pas, je pense pas que j'irai là par moi-même, mais je partage quand même l'idée. Finalement, l'indépendance lorettaine, selon les termes de Québec, finalement, c'est quoi? Ça se passe devant les tribunaux tout le temps. L'ancienne Lorette, la Ville de Québec nous impose des codes parts. Il faut payer pour tous les services partagés qui étaient déjà à Québec, là, la police, les services municipaux. Puis, on s'est rendu devant les tribunaux, ça a dû prendre 10 ans, pour finalement faire reconnaître par les tribunaux que c'était injuste le tribut que demandait la Ville de Québec à la Ville qui a voulu se séparer d'elle, puis qui est devenue enclavée chez elle. Puis là, la Ville de Québec a remis ça en appel à la Cour supérieure. Puis finalement, je pense que c'est ce qui a achevé Émile Loranger, qui était devenu âgé, puis qui disait toujours qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat, mais ça l'a achevé. Là. Puis aussi les inondations, j'ai pas le temps d'expliquer trop, mais la rivière Lorette sépare une partie de l'ancienne Lorette puis de Québec. Puis la Ville de Québec a été négligente, n'a pas mis les digues qui empêchaient l'eau de monter. Puis finalement, la Ville de Québec a inondé l'ancienne Lorette, puis ça s'est retrouvé devant les tribunaux, puis la Ville de Québec a été responsable. Donc vraiment, même depuis la diffusion, comme je l'ai écrit, l'indépendance lorettaine se fait selon les termes de Québec, puis ça a mené notre brave et valeureux maire Émile Loranger à décéder en 2020, le 2 avril, il y a exactement 1 an. Probablement, c'était un malaise cardiaque, là, il n'est pas mort de la COVID, mais c'était peu après que la Ville de Québec a annoncé qu'ils allaient en appel avec le cas des codes parts. Note sur la postérité d'Émile Loranger, c'est qu'il y a toute une réputation, là, il y a eu beaucoup de scandales à la fin. Parce que harcèlement psychologique, là, je ne sais pas trop quoi, là, au conseil de ville, il y a eu plusieurs scandales d'éthique, il a voté lui-même contre sa mise en accusation, ce genre de choses-là. Ça s'est mal fini, je dirais, dans les dernières années, mais néanmoins, il faut reconnaître ses bons coups. Je ne sais pas ce que l'ancienne Lorette aurait fait sans lui pour mener devant les tribunaux les combats, puis même Régis Labombe, qui doit être son plus grand rival, là, il y avait une relation très tendue, a quand même dit
que le décès d'Émile Loranger l'attristait profondément, puis que la région perdait un homme politique qui a toujours eu à cœur le succès du développement de la ville de l'ancienne-Lorette et la qualité de vie de ses citoyens. Il a remarqué l'histoire politique de la région. Puis c'est le décès d'Émile Loranger qui a poussé Réal Germellois à écrire le manifeste des études lorettaines, qui sera publié dimanche sur le site de l'Institut d'études lorettaines. Alors, la seconde partie, c'est celle que j'ai appelée Perspective lorettaine, par opposition à... La première partie qui était historique, l'histoire de l'ancienne Lorette, tout simplement. On fait la transition vers le versant philosophique, c'est-à-dire que on passe du versant historiographique, qui était le particulier, puis on va vers le versant philosophique qui est universel. On va essayer de faire une lecture de l'histoire lorettaine en voyant que elle incarne la symbolique de l'écrevisse. On a vu dans l'histoire du Père Chaumonot la persistance de la notion de revirement de situation, puis de la notion de contraire qui est polémique. Puis je vais faire le parallèle avec cette citation d'Héraclite qui dit le conflit est père et roi de toutes choses. Il produit les dieux comme les hommes et rend les uns esclaves, les autres libres. Le premier mot du texte, c'est polémos, ce qui veut dire la guerre, là, en grec littéralement, mais je pense qu'il faut le rendre de façon plus générale avec le conflit, puis qui peut avoir un sens aussi métaphorique. Donc, c'est quoi le lien avec l'ancienne Lorette? Dans la lecture que j'ai faite de l'histoire lorettaine, j'ai mis en relief ce qui la distinguait au sein de la Nouvelle-France, ou plutôt de la province de Québec, à partir de l'industrialisation. Ces différences sont une forme d'opposition, puis l'opposition est une forme de conflit. Ce que je veux mettre en relief, c'est le fait que lorsqu'on cherche à se donner une identité, on le fait toujours par opposition à ce qui n'est pas, à ce qu'on n'est pas, ou à ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on ne veut pas être, pardon. Ça fonctionne avec tout. L'histoire du Québec, en ce sens-là, c'est l'histoire de sa différence avec le Canada anglais. L'histoire de l'Amérique, c'est celle de sa différence avec l'Europe, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai appelé le conflit au sens large. Une notion, comme dans le texte qu'on a ici, homme, Dieu, esclave, libre. La notion n'existe pas si on n'est pas confronté à son contraire. Les sources que je vais utiliser dans cette partie, je vais citer des œuvres philosophiques, puis je vais me référer des fois au manifeste des études lorettaines de Réal Germellois. Là, le manifeste, puis c'est sûr que c'est une influence réciproque, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble, Réal et moi, pour coordonner au fond nos travaux, là, puis que je fasse le séminaire aujourd'hui, puis qu'on ait le manifeste qui paraisse peu après. Donc, il y a des fois, les idées se confondent. Par exemple, dans le manifeste, on a adopté le slogan « Karkinos panton pater », qui est comme littéralement le début de l'autre phrase, « Polemos panton pater », la guerre perd de toutes choses. Puis là, on le remplace par « Karkinos », l'écrevisse perd de toutes choses, comme phrase fondatrice des études lorettaines, qui contient en elle tout, même les contraires, les oppositions. Puis ça, c'était mon idée, en fait, mais ça apparaît dans le manifeste. Mais inversement, j'ai cité des idées de Réal Germellois. Les premières choses qu'on va aborder, c'est les traits de la culture lorettaine. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en 2016, la ville faisait une étude à l'occasion du 10e anniversaire de la diffusion. Puis il était question de dévoiler l'image de marque de la ville. Puis ils ont choisi le slogan « On est unique ». Je l'ai mentionné. Puis là, je vous cite une partie. Cette signature affirme le caractère distinctif de la ville et reflète la fierté des Lorettaines et des Lorettains. Là, je cite Émile Loranger. C'est pas moi qui invente ça. Là. À l'automne 2014, nous avons mené une étude perceptuelle dans le cadre de laquelle nos citoyens ont exprimé leur opinion et leurs sentiments à l'égard de leur municipalité. 10 ans après la diffusion, l'ancienne Lorette est plus moderne et plus dynamique que jamais. On est unique représente l'essence même de notre ville et de ses citoyens. Puis cette étude-là, je cite encore le communiqué de la ville, les citoyens avaient clairement exprimé qu'ils se sentaient unis par de forts sentiments d'appartenance et d'entraide dans une ville unique qui combine des services et des infrastructures de première qualité à une approche humaine et personnalisée. La solidarité qui lie les Lorettains est d'ailleurs symbolisée par le cercle qui compose la nouvelle image de marque.
le cercle, comme dans un compas, là. Compas qui sert à faire des cercles. J'invente rien, là. La solidarité qui lie les Loretins, bon, le cercle, ainsi que par le mot uni dans unique, qui ressort grâce à l'emploi d'une couleur contrastante. Donc, les 11 traits identifiés, ce sont les suivants, je ne peux pas tous les couvrir: nature, qualité de vie, loisirs, appartenance, communauté, beauté, sécurité, entraide, plaisir, épanouissement, sport, fierté. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je les restreins à 3 principaux qui sont dans la liste: nature, communauté et loisirs. Nature. Qu'est-ce qu'on veut dire par nature? Aujourd'hui, on pense à l'environnement. Il faut préserver l'environnement, tout ça. Pourquoi j'ai pris ce trait-là? C'est parce que je crois qu'on a à l'Ancienne Lorette un attachement à la nature en raison de notre modernité très tardive. J'ai mentionné au début le cas des Grecs là, qui étaient près de la nature. Ben, en étant une ville d'agriculture au sein de la civilisation, on est dans une situation analogue, à mon avis. Mais là, est-ce qu'on veut dire que les Loretins sont davantage attachés à la nature seulement parce qu'il y a un parc au fond de quelques kilomètres au milieu de la ville? Je pense que ça, c'est une première lecture qu'on peut faire, mais ce n'est pas la lecture philosophique de la notion de nature. On entend parfois l'expression nature humaine. Ça correspond à notre identité biologique. Par exemple, quand on a une identité biologique, ça doit d'être humain. Là, ceci dit, je vulgarise pas mal les notions pour ceux qui sont habitués à ça. Je suis désolé, vous allez m'entendre les répéter, mais je vais les dire à ma façon, dans une perspective lorettaine. Par exemple, quand on voit je prends un exemple comme ça, quand on voit des phénomènes comme le conspirationnisme, on entend des choses comme: c'est normal, notre cerveau est programmé pour voir des conspirations dans le but de nous protéger. Ben, c'est une façon d'exprimer ce qu'on conçoit être la nature humaine. On dit notre cerveau est comme ça, qu'on le veuille ou pas, notre cerveau est fait comme ça. Mais il y a pas juste les êtres vivants qui ont une nature, il y a les choses abstraites qui en ont aussi. Le temps, par exemple, a une nature. Le temps ne peut pas s'arrêter, parce que s'il s'arrête, il n'existe plus. Il n'y a plus de temps. Donc, la nature du temps, c'est d'avancer, de ne pas s'arrêter. Les atomes ont une nature, et ainsi de suite. Donc, toute chose qui existe a une nature. L'homme naturel, selon Rousseau, est primitif. C'est comme un homme des cavernes qui vit seul. L'homme naturel, selon Aristote, est civilisé. Il habite dans un village, dans une ville, etc. C'est contradictoire, là, ces deux modèles-là, ces deux philosophes qui ont des idées différentes, mais il y a un aspect commun. Dans les deux cas, la nature est prétendue être la vraie identité des choses, tandis que ceux qui s'en éloignent de cette identité-là, c'est une corruption. Si le temps s'arrêtait, ça ne serait plus du temps. Si un être humain était immortel, ça ne serait pas vraiment un être humain. D'où l'aspect fantastique de cette histoire-là, d'un humain immortel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans cette étude de 2016 menée par la ville de l'Ancienne Lorette quand on affirme que la nature entre dans la définition de l'identité lorettaine? Comme je le disais plus tôt, on peut répondre au niveau particulier en disant il y a un parc au milieu de la ville, mais on peut aussi répondre au niveau universel, comme je l'ai suggéré en considérant le fait que l'identité lorettaine s'est constituée dans sa différence avec la ville de Québec qui est entrée dans la modernité. Les Lorettains, eux qui continuaient de cultiver la terre avec des moyens technologiques limités, sont restés plus près de la nature des choses en général. C'est un élément important que j'appellerai tout à l'heure la perspective lorettaine. Donc, en ne subissant pas le courant de la modernité, on est plus près de la nature comme les Grecs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Puis là, j'ai une citation ici de Machiavel qui parle de l'inconstance de la nature. L'inconstance, on en rappelle qu'il est l'attribut de l'écrevisse. Celui qui verrait nos lettres, chers compères, et leur ton changeant, s'étonnerait grandement parce qu'il lui semblerait que nous sommes d'abord des hommes graves tournés vers de grands sujets, mais par la suite, en tournant la page, que nous sommes légers, inconstants et tournés vers de vains sujets. Mais ce comportement me paraît louable, car nous imitons la nature qui est variable et qui limite, elle, et sans reproche. Puis là, j'ai une note sur ce que j'ai souligné en disant « en tournant la page ». En tournant la page, c'est traduit de l'italien « voltando carta », qui veut dire littéralement « retournant le papier ». Cette façon de le dire, qui ne se dit pas vraiment en français, ça me paraît évoquer plus clairement l'idée que ces deux types de discours, le discours lourd et le discours léger, se trouvent non seulement dans le même cahier, mais sur les deux faces d'une même feuille. C'est une manière de signifier, encore une fois,
entre les lignes, si on peut dire, que les contraires sont inséparables, ce qui est aussi un élément loretain, on le verra. Une autre citation qui, là, on a fait le parallèle entre l'inconstance et la nature, puis là, ici, un texte d'un humaniste du 16e siècle qui fait le lien entre l'homme et l'écrevisse, à cause de l'inconstance. Il dit « L'homme qui tantôt s'abandonne au rire, tantôt à la tristesse, tantôt à l'austérité et à la tempérance, tantôt aux délices et aux voluptés, peut être comparé à l'écrevisse qui marche soit en avant, soit en arrière, soit en oblique, se livrant au cours de sa vie à une insigne inconstance. » Donc, il traite de la symbolique que j'ai mentionnée tout à l'heure. Le début, tantôt à l'austérité, tantôt à la tempérance, tantôt les délices, les voluptés. C'est l'histoire du père Chemonot, au fond. Là. Puis c'est pas moi qui invente ça, c'est un Valeriano, c'est un auteur du 16e siècle, un humaniste. Puis j'ai une note aussi sur la traduction, quand à la fin, il dit « une insigne inconstance », ça traduit le mot « mira », qui serait mieux rendu par « merveilleuse ». C'est ça le sens premier. Se livrant au cours de sa vie à une merveilleuse inconstance. Donc, on a le lien, la symbolique de l'écrevisse qu'on a vu, je l'espère, dans l'histoire de Loreto. Le deuxième point, c'est la communauté, qui est un élément fort de l'identité lorettaine, selon les Lorettains qui se sont exprimés dans l'étude. Héraclite, un philosophe grec du 5e siècle, je crois, un des premiers, a écrit « Pour les éveillés, il y a un monde unique et commun, tandis que parmi ceux qui s'endorment, chacun retourne dans son monde à lui. » Puis Héraclite nous dit qu'il faut suivre ce qui est commun, il ne faut pas suivre ce monde-là. Donc les Lorettains, puis Héraclite, c'est un conseil philosophique qu'il donne. Il dit, vous voyez dans le texte grec, l'avant-dernier mot, c'est idion. Ça veut dire le singulier. On a le mot français idiot qui vient de là. Puis lui nous dit, non, il ne faut pas aller vers son monde à soi, il faut aller vers le commun. Puis les Lorettains, c'est quelque chose qu'ils trouvent important. Donc, on a là un point philosophique, je ne m'attendrai pas trop là-dessus, un point d'identité lorettaine au sens philosophique. La notion de loisir. Là, dans l'étude perceptuelle de la ville de l'Ancienne-Lorette, ils ont mis loisir avec un S. Moi, je pense que c'est peut-être une faute de frappe. Parce que quand on dit les loisirs au pluriel, ça évoque des choses comme le bingo, les quilles, en somme, des divertissements qu'on occupe dans nos temps libres. Mais le loisir n'est pas toujours un concept équivalent au divertissement. Pour les Grecs anciens, encore eux, la scolée désigne le temps libre, mais en particulier celui qu'on consacre à l'apprentissage, à la discussion, etc. C'est la racine qu'on voit dans le mot scolaire. Remarquez comment le sens du mot a complètement changé entre l'instruction, c'est-à-dire de l'instruction jusqu'au divertissement. Pour les anciens, la scolée était vue comme le contraire du travail. On s'occupe de nos tâches quotidiennes, celles qui servent à notre subsistance, puis après on s'instruit. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. La preuve qu'on ne conçoit plus les choses comme ça, c'est que les étudiants, lorsqu'ils ne sont pas contents d'une mesure gouvernementale, ils menacent de faire la grève, comme les travailleurs. Donc, ils se perçoivent comme des travailleurs. C'est comme ça dès le primaire au Québec, en tout cas, l'école sert à nous préparer au marché du travail. C'est comme ça qu'on la conçoit. Donc, on a d'un côté le travail et la scolée dans la conception québécoise des choses, le loisir qui vise l'instruction, qui fait partie du travail, par opposition au temps libre qui est les loisirs, qui désigne essentiellement le divertissement. Puis le divertissement lui-même est conçu comme le repos qui nous permet d'être plus efficace quand on retourne au travail. Donc finalement, tout revient au travail dans la pensée moderne qui a épargné l'ancienne Lorette, comme je le disais, pendant environ 100 ans. Alors moi, je me demande s'il n'y a pas eu une faute de frappe au département des communications. Puis je suis d'accord que la notion de loisir décrit fondamentalement la culture lorettaine, mais dans la mesure où on parle du loisir au singulier plutôt que des loisirs au pluriel. Parce que la conception moderne du travail des loisirs comme divertissement, comme je le disais, elle n'a gagné les Lorettains que très tard. On va entrer dans l'épistémologie lorettaine, donc c'est là qu'on va arriver dans ce que j'ai appelé une axiomatique. C'est des notions un peu compliquées, mais au fond, on veut se demander c'est quoi être loretain. L'objet de notre recherche, c'est le loretain, comme un adjectif. Ce qui est loretain, c'est quoi cette chose-là? Est-ce que être loretain, c'est habiter dans un certain lieu géographique qu'on appelle l'ancienne Lorette? C'est pas seulement ça. Pourquoi? Parce que
c'est particulier habiter dans un certain lieu. C'est un lieu particulier, là, au sens où je l'évoquais tout à l'heure. Puis nous, on a dit qu'on allait du particulier à l'universel. On veut caractériser essentiellement, universellement, le concept loretain. Bon, alors, ça serait de l'ordre d'une qualité. Il y a des choses qui ont la qualité d'être lorettaines ou pas. C'est-à-dire que les êtres humains, s'ils sont lorettains, mais ça reste des êtres humains. Ils ne sont pas des lorettains avant d'être humains. C'est une qualité qui s'applique à la chose. On peut le sentir intérieurement quand on est loretain ou qu'une chose est lorettaine, mais pour cerner scientifiquement ce que c'est, il faut en fournir une définition. Puis il faudra découvrir aussi c'est quoi les principes scientifiques qu'on appelle des axiomes, entre autres, les axiomes des études lorettaines. Ça, c'est un travail considérable. Puis je ne prétends pas que toutes les réponses que je suggère aujourd'hui sont définitives ou sont les bonnes, parce que c'est un gros projet. Mais on peut néanmoins s'inspirer de ce qu'on a vu, notamment avec la figure de l'écrevisse qui revient sans cesse dans l'histoire lorettaine. C'est ça qui va nous permettre peut-être de cibler le concept loretain. Qu'est-ce que je veux dire par clôture des sciences? C'est que là, je m'inspire de l'épistémologie d'Aristote, qui, au contraire de beaucoup de philosophes, ne croyait pas à une science universelle. Pour des philosophes comme Platon, Descartes, entre autres, les sciences se rapportent à une espèce de science première, une science philosophique qui, elle, peut se prononcer sur toutes les autres. Aristote, il y a une vision des sciences comme clôturée, c'est-à-dire que les principes de la géométrie, c'est pas le philosophe ou c'est pas l'opticien qui les comprend, c'est le géomètre. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer une science pour comprendre les notions qui lui sont appropriées. Donc, en ce sens-là, c'est-à-dire que s'il est vrai que les sciences sont clôturées, qui peut déterminer ce qui est loretain et qui ne l'est pas? C'est le loretain, c'est pas l'épistémologue ou le philosophe ou le physicien. C'est les loretains eux-mêmes. Il faut être loretain, éprouver l'état loretain des choses pour le comprendre. Donc, il y a une suggestion que je propose, mais ça nécessite de faire un détour pour vous présenter rapidement des concepts importants de la philosophie médiévale. Le premier, c'est le rasoir d'Occam. C'est l'idée de Guillaume d'Occam que l'explication, la cause d'une chose, c'est la plus simple. Ça, c'est quand même connu là, comme principe. C'est que, mettons que j'ai perdu mes clés, ben, c'est plus simple de supposer que je les ai juste oubliées, puis c'est de ma faute, que de penser que c'est les extraterrestres qui sont venus me les voler. Donc, en gros, c'est ça le rasoir d'Occam. Puis, il y a la notion de double vérité des médiévaux. Comment je pourrais résumer ça simplement? C'est en disant que les théologiens au 13e siècle qui pratiquaient la philosophie ont redécouvert les textes d'Aristote, les manuscrits, puis les textes d'Aristote, c'est de la métaphysique, puis c'est une philosophie de la nature qui ne correspond pas toujours au dogme de la philosophie de la religion catholique. Puis, l'Église leur reprochait d'être impies, là, de conclure des choses qui sont contre le dogme. Puis eux, la solution qu'ils ont trouvée, c'est l'idée que il y a des choses qui sont vraies selon la religion, puis il y a des choses qui sont vraies selon la nature ou selon la philosophie. Puis ces deux choses-là peuvent être vraies simultanément. Donc elles sont contradictoires dans le discours, mais il y a deux plans de vérité, celui de la religion, celui de la philosophie. Puis il y a une réappropriation de ce concept-là à la fin du 19e siècle par Fernkeimer, qui l'a appliqué en géométrie, puis c'est ce qu'on appelle le rasoir de Fernkeimer. Comment est-ce qu'on pourrait rendre cette idée-là? Fernkeimer nous dit que le point est plus parfait que la ligne en géométrie. Le point, il n'occupe aucun espace et pourtant il existe de manière complète. C'est un tout qui n'a pas de partie. En ce sens-là, c'est un être plus économique, on pourrait dire, que la ligne. Puis, il va nous donner l'exemple de, par exemple, que j'ai pris un cure-dent tout à l'heure. C'est l'idée que, ça c'est l'idée de Fernkeimer, supposons que c'est une ligne géométrique, ben, cette ligne-là, elle existe en 2 dimensions. Mais il existe dans les 3 dimensions, quand on fait bouger cette ligne-là, il existe une coordonnée, au fond, où la ligne apparaît comme un point. Puis que la ligne disparaît, puis elle prend la perfection du point. Là, on pourrait dire que
au fond, c'est une ligne quand même. C'est une ligne qui est dans un angle où elle apparaît comme un point. Mais Ferncammer, lui, va dire non, il y a une double vérité, puis la chose est d'abord un point, parce que le point est plus parfait. Puis il y a la perspective dans laquelle le point existe, elle est meilleure, puis c'est la double vérité qu'on va adopter, parce que c'est celle qui, du point de vue de la signification, est la plus simple, la meilleure, la plus ergonomique. C'est ce que j'aimerais appeler la perspective lorraine, parce qu'on a vu dans le cas de l'histoire qu'il y a une certaine perspective qui fait apparaître les choses avec une signification différente. Puis même si ce n'est pas l'état objectif des faits historiques, ben c'est eux qui, quand on les met dans le bon angle, qui font ressortir la vraie signification des choses. Je trouve que l'idée de Ferncammer est vraiment géniale, mais qu'il se trompe sur un point, à savoir que, tu sais, je prends mon cure-dent, là, lui, il dit qu'il y a juste un point. Une position où le cure-dent apparaît comme un point, ben, je pense qu'il se trompe parce qu'il y en a deux. Il y a deux, je peux virer mon cure-dent comme ça, puis il y a deux points de vue, si on veut, qui font en sorte que le cure-dent, que la ligne géométrique, c'est pas un cure-dent, c'est moi qui mets le cure-dent. Lui, c'est une ligne puis un point. Il y a deux points de vue contraires à partir desquels la ligne apparaît comme un point. C'est ça, puis pas seulement contraire, mais exactement contraire. Puis là, c'est là que je cite encore Héraclite. On ne sait pas à quel point Ferncammer connaissait Héraclite, parce que c'était à la fin du 19e siècle. Héraclite nous dit « Le chemin qui monte et le chemin qui descend, ce sont le même chemin, c'est la même chose. » C'est-à-dire, je monte l'escalier, je descends l'escalier, mais c'est le même escalier. Puis c'est cette idée-là, en fait, qui pourtant, c'est l'inverse. C'est des actes inverses, monter et descendre l'escalier. Ben, c'est ce que j'appelle la perspective lorraine, en rappelant l'écrevisse qui marche indifféremment à l'endroit ou à l'envers. Quand on habite à l'ancienne Lorette, on a la perspective lorraine des choses. La vue qu'on a de Québec depuis l'ancienne Lorette, c'est pas la même, parce qu'on les voit depuis l'ancienne Lorette. Mais on n'a pas besoin d'habiter à l'ancienne Lorette pour être loretain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept qui est universel. Moi-même, j'habite à Sainte-Foy maintenant, puis depuis ma galerie, je vois au loin les clochers de l'église lorraine. Et devant le Mont-Bel-Air, c'est vraiment un beau point de vue. Je pense que c'est le meilleur point de vue qu'on pourrait avoir de l'ancienne Lorette. Ben, c'est pas moins une perspective lorraine que celle d'un ancien. En fait, je vois mieux l'ancienne Lorette que quand je suis à l'ancienne Lorette. Donc, il y a les deux perspectives lorraines, les deux bouts de la ligne, qui sont en fait la perfection géométrique. Puis si on prend, c'est ça, j'ai parlé des aventures homo-érotiques du fondateur de l'ancienne Lorette, ben, c'est une perspective, il me semble, qui apparaît lorsqu'on met dans un certain angle, celui où la ligne devient un point, puis que j'appelle la perspective lorraine. Et comme le dit encore Héraclite, les contraires s'accordent. C'est à partir des choses... je pense qu'il y a des notes dans le texte, il ne le dit pas, mais on présume qu'il parle de notes. C'est les notes différentes qui forment la plus belle harmonie. Puis toute chose naît à travers un conflit. C'est-à-dire que chacun de vous ici, votre naissance est due à un père puis une mère. C'est-à-dire des êtres différents, contraires, entre guillemets. Puis tout être humain vient de là. Tout objet vient des principes contraires, comme le dit Héraclite. C'est le lien que je vois entre l'unification des perspectives lorraines. Cas de figure, ben, je pense qu'il y a une perspective lorraine en toutes choses. Dans toutes les sciences, il y a une perspective lorraine. C'est-à-dire qu'on peut soit faire de l'histoire et s'intéresser à l'ancienne Lorette, mais on peut aussi partir de l'ancienne Lorette puis, à travers la perspective lorraine, étudier n'importe quel objet. On pourrait faire une géologie, une paléontologie, etc. Ça serait, il faudrait que ce soit des sciences sémiotisantes, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des sciences qui ne s'intéressent pas aux faits en tant que faits, mais dans la signification des faits. J'ai un petit exemple en biologie, là, c'est encore des lectures. J'avais fait trop de lectures tantôt, mais il y en a moins dans ce cas-ci. Je vais essayer d'aller assez vite. Il suffit de remarquer, puis c'est un exemple là, de science lorraine. Bergson, 1907. C'était pas un lorrain biologiquement, mais c'est l'esprit lorrain. Dans les sciences. Il suffit de remarquer que l'être vivant appuie naturellement vers ce qui lui est le plus commode.
et que les végétaux et animaux ont opté chacun de leur côté pour deux genres différents de commodités dans la manière de se procurer le carbone et l'azote dont ils avaient besoin. Les premiers, donc les végétaux, continuellement et machinalement tirent ces éléments d'un milieu qui les fournit sans cesse. Les seconds, les animaux, par une action discontinue, concentrée en quelques instants, consciente, vont chercher ces corps dans des organismes qui les ont déjà fixés, à savoir les végétaux ou d'autres animaux. Ce sont deux manières différentes de comprendre le travail ou, si l'on aime mieux, la paresse. Tandis que l'animal évoluait vers une dépense de plus en plus libre d'énergie discontinue, la plante perfectionnait plutôt son système d'accumulation sur place. La fixité chez l'animal apparaît le plus souvent comme une torpeur où l'espèce serait tombée, comme un refus d'évoluer plus loin dans un certain sens. Elle est proche parente du parasitisme et s'accompagne de caractères qui rappellent ceux de la vie végétale. On cherche la mobilité, on cherche la souplesse, on cherche la variété des mouvements. Et cette recherche elle-même s'est faite dans des directions divergentes. Il y a une particularité dont on ne peut s'empêcher d'être frappé quand on jette un coup d'œil sur la faune des temps primaires. C'est l'emprisonnement de l'animal dans une enveloppe plus ou moins dure qui devait gêner et souvent même paralyser ses mouvements. Les mollusques, d'abord, avaient une coquille plus universellement que ceux d'aujourd'hui. Les arthropodes, en général, étaient pourvus d'une carapace. C'étaient des crustacés. Là, vous me voyez venir, là, je cite un passage qui parle des crustacés. Puis, on parle, Bergson disait justement que la fixité, la carapace étant une forme de fixité, apparaît le plus souvent comme une torpeur, un retour en arrière. Puis, quelle espèce retourne en arrière? Ce n'est pas les mammifères ou les champignons, c'est les crustacés. Puis, il va dire les plus anciens poissons eurent une enveloppe osseuse d'une dureté extrême. Là, il montre que tous les anciens animaux avaient une carapace. L'explication de ce fait général doit être cherchée, croyons-nous, dans une tendance des organismes mous à se défendre les uns contre les autres autant que possible, à se rendre indévorables. J'ai mal recopié la phrase. Un organisme qui est animal, c'est-à-dire mobile, pourra en effet profiter de sa mobilité pour aller chercher des animaux sans défense et sans repaître, tout aussi bien que des végétaux. Ainsi, plus les espèces se faisaient mobiles, plus sans doute elles devenaient voraces et dangereuses les unes pour les autres. De là du résultat un brusque arrêt du monde animal tout entier dans le progrès qui le porterait à une mobilité plus haute. Mais cette cuirasse, derrière laquelle l'animal se mettait à l'abri, le gênait dans ses mouvements et parfois l'immobilisait. Si le végétal a renoncé à la conscience en s'enveloppant dans une membrane de cellulose, l'animal qui s'est enfermé dans une citadelle ou dans une armure se condamne à un demi-sommeil. C'est dans cette torpeur que vivent aujourd'hui encore les échinodermes et même les mollusques. Donc, les échinodermes, c'est comme la famille des étoiles de mer. Puis les oursins, puis les mollusques, c'est comme les huîtres, les moules, qui vivent dans une coquille. Donc, ça, c'est les animaux qui ont opéré un retour en arrière à travers l'évolution, puis qui en sont restés là. Il a parlé des crustacés tout à l'heure. Puis les crustacés qui caractérisaient à cause de leur carapace la torpeur qui était le contraire de la direction de l'évolution animale, parce qu'elle contraint la mobilité. Ce que je vais souligner dans cet extrait, c'est que la symbolique de l'écrevisse, dont je parle depuis tout à l'heure, s'applique même à l'évolution biologique des crustacés. Et pourtant, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'écrevisse est capable de mouvements très vifs, ce qui est très surprenant. C'est-à-dire que non seulement l'écrevisse a réussi à déjouer la nature, c'est-à-dire que l'écrevisse qui opérait un retour en arrière par sa carapace, par un mouvement rétrograde de l'évolution, elle a quand même réussi à déjouer la nature, même sur celui de l'évolution, en recouvrant la mobilité, on ne sait comment, à travers sa carapace. Donc, il y a quand même une double rétrogradation. Une rétrogradation de l'évolution, puis une rétrogradation de ce retour-là vers la torpeur. Là, on passe à l'autre partie qui serait l'esthétique lorraine. Je l'entends de façon très large. Esthétique, ça vient du mot grec qui désigne la sensation, la perception. Puis moi, j'y inclus tout le volet synthétique ou prescriptif des études lorraines. Il s'agissait dans la section précédente de cerner le concept de ce qui est lorrain. Ce qui est fait avec l'épistémologie lorraine. Maintenant, il s'agit de l'exprimer, ce concept-là, dans l'esthétique. C'est-à-dire que dans la section historique de tout à l'heure, on parlait de l'histoire particulière de l'ancienne Lorette
les faits historiques qui la concernent pour aller vers l'universel, vers l'essence conceptuelle de l'identité lorraine. Ici, nous faisons le chemin inverse. Il s'agit d'exprimer le concept universel que nous avons découvert pour l'exprimer dans des actions particulières. Donc, on fait, comme l'écrevisse à travers l'évolution, une double rétrogradation, nous aussi. Dans la mesure où nous savons un peu mieux ce qu'est la qualité d'être loretain maintenant, on peut juger en particulier de ce qui est loretain et de ce qui l'est moins. Parce qu'il y aura forcément, comme je le disais, c'est le loretain qui sait ce qui est loretain et ce qui ne l'est pas. Il y aura forcément des actions très lorettaines et d'autres qui ne le sont pas. On en a déjà donné des exemples que nous avons rattachés à la symbolique de l'écrevisse. Agir de manière lorettaine, c'est par exemple résister aux idéologies dominantes de son époque, comme l'écrevisse résiste au courant. C'est avancer dans des directions insoupçonnées, même si elles paraissent rétrogrades d'un point de vue extérieur. Agir de manière lorettaine, c'est unifier les contraires, comme dans le cas du père Chemonot. Ça serait le segment éthique de l'esthétique lorettaine, celui qui porte sur l'action. J'en parlerai pas plus longtemps parce qu'on a d'autres choses à couvrir. Puis, quand on parle d'esthétique de nos jours, on parle de la beauté. Puis la beauté qui est vue par les yeux, qui est entendue par les oreilles, donc qui est sentie là, par la perception. Puis je vais m'attarder un peu là-dessus. Je vais parler du cas de l'anagramme. Je pense que vous savez c'est quoi un anagramme. Puis là, je parle de l'anagramme dans l'œuvre d'art. J'ai écrit mon nom. J'ai séparé les lettres. J'espère qu'il n'y a pas trop de délai avec le PowerPoint. Là. Il y a les lettres ici. J'ai remis les lettres en ordre alphabétique. Puis là, je commence à les mélanger. Je mélange les lettres. Je mélange les lettres. On voit apparaître des morceaux de syllabes. Je mélange encore. Puis là, pouf! On a un nom finalement, qui est un anagramme de mon propre nom. Théophile Marx. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce que je parle d'anagramme dans l'esthétique? C'est que l'anagramme, c'est un moyen de s'éprouver à la matière du langage, puis le langage qui est un matériau aussi pour faire de l'art. Qu'est-ce qui m'a fait m'arrêter sur ce nom-là plutôt qu'un autre, alors qu'il y a des millions de possibilités? Il me fallait un motif. Premièrement, il y a la contrainte de la matière. En général, dans les arts, il y a une contrainte de la matière. Si on prend l'exemple d'un sculpteur qui sculpte une pierre, disons du marbre, le marbre, il est dur. C'est donc le contraire de souple. Mais le sculpteur, par un art que lui seul connaît et maîtrise, est capable de créer l'illusion que le marbre est souple, par exemple en sculptant un drap ou le pli d'un vêtement. La matière dure, qui est le marbre, est comme retournée contre elle-même pour signifier la souplesse, la légèreté d'un tissu. Les expressions que j'utilise devraient commencer à être familières. Le retourner, signifier, puis retourner contre elle-même, puis unifier les contraires. Ça reste du marbre. Cette culture que je viens de décrire est à la fois dure et souple, massive et légère. Grâce à l'art, on est capable d'unir les contraires, et unir les contraires, c'est un acte vraiment loretain. J'ai fait la même chose avec mon anagramme. Théophile, ça veut dire, encore là, la racine grecque, ça veut dire ami de Dieu. Et Marx se prononce comme le nom du philosophe allemand, dont on se rappelle entre autres pour cette phrase, « La religion est l'opium du peuple ». C'est donc la réunion de deux termes contradictoires, ce qu'on appelle en poésie un oxymore. Encore une fois, c'est l'unification des contraires d'Héraclite et par extension la symbolique de l'écrevisse. Pour cette raison, on pourrait dire que Théophile Marx est un nom très loretain. Par ailleurs, j'ai sculpté ce nom-là avec la matière de mon propre nom que j'ai défait en morceaux et reconstruit dans un ordre différent. J'ai donc caché ma signature à l'intérieur du mot, si on peut le dire ainsi, en utilisant une matière commune à ce nom-là et au mien. Là, j'ai donné deux exemples de procédés esthétiques lorettains, mais il y en aurait d'autres qui n'existent pas encore, puis on ne peut pas prescrire une méthode aux créateurs, il faut les laisser créer parce que c'est ce qu'ils font. Donc, je donne des exemples, mais l'esthétique lorettaine peut prendre tous les chemins insoupçonnés qu'une écrevisse peut prendre. Une autre note sur les anagrammes phoniques. Ça, c'est une chose vraiment bizarre. C'est le dernier point, en fait, de mon exposé, qui est déjà 21h30. J'ai trouvé ça dans un livre de Jean Starobinski qui s'appelle « Les mots sous les mots, les anagrammes de Ferdinand de Saussure ». Ferdinand de Saussure, c'est le fondateur de la linguistique moderne, puis on le connaît pour avoir
établi le principe de l'arbitraire du signe pour dire que le langage n'est pas relié au fond à sa forme. C'est-à-dire les lettres du mot, comme dans l'anagramme, ne sont pas reliées au sens que prend le mot. Puis pourtant, il a étudié les vers saturniens qu'on appelle, c'est les vers anciens les plus latins, les vers latins les plus anciens, j'ai des problèmes à cette heure-ci. Les vers latins les plus anciens qu'on appelle les vers saturniens, il a essayé de trouver une règle qui régissait l'écriture. C'était des vers qui étaient probablement déclamés à l'époque, avant d'être écrits. Puis il remarque que dans un poème épique, le nom du héros en fait, les syllabes du nom du héros vont être reprises dans chaque vers. Puis il y a comme une règle qu'il faut respecter, puis il faut reprendre les sons qui décrivent les notions importantes à travers chaque vers, ce qui est vraiment étrange. Puis il n'a pas réussi finalement, c'est des cahiers qui n'ont pas été publiés, puis il n'a pas réussi à conclure, puis il n'a pas décidé d'aller trop loin avec ça. Mais c'est vraiment intéressant comme idée parce que l'anagramme phonique, on la retrouve peut-être dans d'autres endroits. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les Lorrains ont élu pendant 37 années consécutives un maire dont la première syllabe du nom est la même que celle de leur ville, Lorette, Loranger, Émile Loranger. Donc, je pense qu'on a là un phénomène qui témoigne, comme je le disais plus tard, de l'attachement des Lorrains à la nature, puis à la nature des noms. On a d'autres cas, par exemple Saint-Augustin, j'en ai parlé tout à l'heure. Saint-Augustin, c'est une ville qui s'est défusionnée aussi, puis Vincent, qui a posé une question, a suggéré que c'était pour des raisons économiques plutôt que culturelles. Saint-Augustin, il y a un esprit d'indépendance, mais qui est plus modéré, on pourrait dire. Eux, le maire qu'ils ont élu à la diffusion, il s'appelle Marcel Corriveau. Puis la ville s'appelle Saint-Augustin de Desmaures. Fait que là, on a Mort de Marcel qui ressemble à Desmaures, puis on a Corps de Corriveau qui ressemble à Desmaures aussi. Donc on voit que si mon étude est concluante, que plus les peuples ont une volonté d'indépendance, plus ils élisent des dirigeants qui reprennent dans leur nom les syllabes de leur ville. À Québec, on a Québec, Régis Labon. Il n'y a aucune syllabe commune, aucun son commun. Saint-Augustin de Desmaures, on a le début puis les deux premières syllabes du nom du maire qui se ramènent ensemble puis qui ressemblent à la dernière syllabe, c'est-à-dire la moins parfaite, celle qui est le moins le nom de Saint-Augustin de Desmaures. Puis à l'ancienne Lorette, clairement, qui est l'esprit d'indépendance le plus fort, on élit, c'est-à-dire on perçoit chez un leader la signification qu'il porte avec son nom, qui représente la première syllabe du nom, représente la première syllabe du nom de la ville. Donc, vous voyez le genre d'études lorettaines qu'on peut faire dans tous les domaines. Puis j'ai écrit « autre » parce que c'est un projet qui ne fait que commencer, puis je pense qu'on pourrait développer, selon la perspective lorettaine, un droit lorettain, une grammaire lorettaine, de la musique lorettaine, évidemment. Tout est ouvert, puis ça vient que commencer. Et j'en arrive à ma conclusion. J'ai déjà énormément parlé, là. En fait, je voulais faire une double conclusion. Soit, d'un côté, vous avez un intérêt pour les études lorettaines. Dans ce cas-là, je vous invite à rejoindre l'Institut d'études lorettaines. J'ai donné mon adresse ici, c.amel@IELOR, Institut d'études lorettaines. Réal, je ne sais pas s'il est encore là, Réal Germelin pourrait aussi donner son courriel si vous voulez contacter Réal Germelin. Donc, soit ça vous intéresse, ou soit vous n'avez pas d'intérêt particulier pour les études lorettaines. Dans ce cas-là, je vous invite tout de même à constater premièrement que c'est une conférence historique qui n'est pas comme les autres que j'ai données parce que ce n'est pas tout à fait de l'histoire, c'est de l'histoire à la manière lorettaine. Parce que pour toute chose, telles qu'on les conçoit habituellement et qui nous paraissent banales, du genre l'ancienne Lorette, il existe un point géométrique, c'est ce que je maintiens, il existe un point géométrique à partir duquel on les saisit dans leur pleine valeur. En d'autres mots, je vous invite
à adopter vous-même la perspective lorraine, même si vous n'êtes pas lorrain, même si vous ne vous intéressez pas à l'ancienne Lorraine en tant que telle. Faites comme les Lorrains et les Lorraines et intéressez-vous aux choses proches de vous, tellement proches qu'on ne les voit plus. Puis je termine avec 2 petites citations que je ne commenterai pas, c'est seulement pour nous mettre vers la fin. La première, c'est de Gilles Deleuze qui dit « Le mouvement rétrograde », ça devrait commencer à être signifiant ça, le mouvement rétrograde du vrai n'est pas seulement une illusion sur le vrai, mais appartient au vrai lui-même. Puis l'autre, ça vient du film Vidéodrome de David Cronenberg, le personnage qui dit en anglais j'avais une tumeur au cerveau et j'avais des hallucinations, mais je crois que c'est les hallucinations qui ont causé la tumeur et pas l'inverse.